Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et je suis avec Sam. Donc aujourd'hui, on fait une thématique adaptation de jeux vidéo dans lequel je vais défendre le jeu Metal Gear Solid de Board Game. Et toi, Sam? Je vais vous parler de The Elder Scrolls, Betrayal of the Second Era, alias Too Many Bones 2.0, En effet. alias Skyrim, alias Morrowind. En fait, c'est plus basé sur Elder Scrolls Online. Bon, en tout cas, là, un de ceux-là. Là. En tout cas, fait que c'est une adaptation. Mais avant d'arriver jusque-là, on va parler de l'épisode qu'on a fait il y a un an, qui était un duel en fait à 3 joueurs où on défendait chacun notre itération préférée de jeu dans l'univers de Dune. De mon côté, j'avais défendu Dune Imperium. Uprising. Dune Imperium Uprising. J'ai souvent parlé de Dune Imperium. Comment j'aime le jeu. Puis le Uprising, il rajoutait un aspect thématique avec les matchs 3v3. Il rajoute quelques mécaniques, mais on garde comme la base du jeu original. Puis j'ai vraiment beaucoup apprécié mon expérience. Puis j'ai encore très hâte d'y rejouer. On avait eu comme... Tu l'as toujours pas acheté, hein? J'ai pas acheté Uprising parce que j'ai gardé ma... Parce que tu l'aimes pas tant que ça, finalement. Je l'aime, mais c'est juste que là, j'ai le vieux, puis j'ai un petit attachement affectif avec cette copie-là. Fait que c'est difficile pour moi d'acheter le deuxième. Mais je connais des gens qui l'ont, fait que ça compense. T'as-tu essayé la nouvelle extension, Blood machin? Bloodlines, non, pas encore. Puis celle-là, c'est ça, ils disent qu'elle a été designée exprès pour Uprising, mais qu'elle fonctionne avec l'original, mais avec quelques petits ajustements. C'est quand même pas pire que toutes les extensions maintenant soient comme compatibles avec les deux jeux de base, si on veut. Là. Parce que déjà, c'était un peu bizarre de sortir un nouveau jeu de base comme un an et demi après le premier. Là. Mais au moins, il s'arrange pour que tout ce qui sort après, ça soit rétro-compatible. Puis même dans la version de luxe, il y a tout ce qu'il faut pour les deux versions. Puis ce qui sort maintenant, il y a les composants, il y a de quoi qui fait avec les composantes de luxe ou de quoi avec les composantes de base. Là. Fait que tu sais, ils pensent un peu à leur clientèle existante, même s'ils essayent de pousser des nouvelles affaires. Ouais, puis je trouve que c'est quand même cool parce que tu sais, moi j'avais été un peu réticent au début quand il avait sorti Uprising parce que je trouvais que c'était assez rapide. Puis tu sais, il avait sorti 2 extensions pour le jeu de base, puis là tout d'un coup, paf, nouveau jeu. OK, on l'a changé un peu, mais j'avais de la misère à voir si ça se justifiait. Mais je trouve ça bien qu'ils n'aient pas laissé tomber les gens qui ont gardé la première itération dans leur nouvelle extension. Tu sais, vu que vu que t'en es un de ceux-là. Ben c'est ça, je suis content de ne pas avoir été laissé pour compte. Puis on avait aussi un invité cette journée-là. Il y avait notre ami Pat de un Board Game Parfait qui était là, qui nous avait parlé du OG Dune qui est sorti dans les années 70 qui a été réédité en 2019, je crois. Par la même gang qui ont fait Cosmic Encounter dans le temps. Donc un gros jeu qui est limite quasiment un jeu de rôle où il faut que tu prennes le rôle d'une des factions de Dune. Puis tu sais, il y a un peu de il y a la grosse négociation, puis tu peux faire des alliances, mais il y a beaucoup de random aussi, parce que quand tu attaques quelqu'un, tu peux jouer une carte, puis là, il y a comme une espèce de roche-papier-ciseau de si tu joues un poison, puis que moi je joue un anti-poison, je suis correct, mais sinon tu tues mon leader, puis... Mais même si je tue pas ton leader, ben tu peux révéler que... Je peux révéler que, finalement, ton leader, c'est un traître, puis il travaillait pour moi tout ce temps-là, puis comme t'avais aucune façon de le savoir, puis même si t'avais une armée 10 fois plus grosse que moi, t'es foutu, là.
Ouais, il y a beaucoup d'aléatoires, beaucoup de revirements de situation. Moi, je trouve que c'est cool parce que ça fit avec la thématique. Mais c'est sûr que c'est pas au goût de tout le monde, tu sais. Mais il y a beaucoup de concepts, je trouve, qui me faisaient penser à Game of Thrones, deuxième édition. Tu sais. Il y avait certains trucs qui ressemblaient, puis je trouvais ça cool. Un petit Moi, peu, mais c'est ça. Je trouve que justement, Game of Thrones sûrement s'est inspiré de ça, mais c'est ça. Ben ça et Diplomatie, là, qui était sorti avant Dune, je pense. Ou à peu près dans les mêmes années, là. Mais bref, il y a des jeux plus modernes qui ont peut-être pris ces concepts-là, puis qu'ils ont développé, puis qui ont fait de quoi de meilleur après. ça reste quand même assez. Moi, je trouvais ça assez bien. Puis, je tiens à dire qu'il va y avoir une nouvelle édition qui va être socio-financée sur GameFound. C'est supposé être lancé cette année. Ouais, il y avait de Puis, ça l'année passée aussi. ouais, ben là, c'est supposé être vrai. C'est Gale Force 9 qui le fait. Puis ils sont supposés c'est ça, de rééditer tout, puis peut-être rajouter des éléments. Là, c'est pas clair ce qu'ils vont rajouter parce qu'ils ont juste dit qu'il allait avoir une nouvelle façon de jouer. Mais bon, on va Ils vont nous peut-être le sortir savoir. un solo ou un co-op, là. Possible ou un vrai team dans lequel tu peux pas te backstab, là, mais Ah ouais. on va, on va voir. Ça va être plus moderne, peut-être. Peut-être. Moi, de mon côté, tu parlais on défendait les jeux qu'on aime le plus dans l'univers de Dune. C'est plus, pour moi, c'est peut-être celui qui me déplaît le moins, je dirais, plus que. Je vous ai parlé de, Ouch! de War for Arrakis, qui est un peu une réimagination de War of the Ring, mais euh, sur lequel on a plaqué ben, pas plaqué, là, on a adapté pour mettre la thématique d'une. Et ça a été fait par Simone, fait qu'il y a plein d'extensions, puis de modules, puis de figurines. Mais on a encore tu sais, un jeu qui est principalement fait pour penser pour deux joueurs. Là. Ils nous mettent un mode solo ou un mode à quatre joueurs, mais je pense que le cœur du jeu, c'est vraiment un jeu à deux, où on roule des dés qui vont un peu dicter nos actions, puis on a comme un gros champ de bataille épique, puis des conditions de victoire asymétriques. Là. On a d'un côté les Atreides et les Fremen. Là, je sors mes mots inventés. Ben, c'était pas pire. T'avais les bons mots cette fois-ci. C'est bon. Fait qu'en tout cas, cette gang-là qui essaye de faire un soulèvement populaire contre le méchant empire. Rappelle-moi comment ils gagnent déjà. Dans le Ah, fond, ils ont comme trois tracks qu'ils essayent de monter, puis l'autre, il sait pas c'est lequel des trois qu'il faut que tu montes le plus. c'est ça, tu as une combinaison de trois symboles qui doivent atteindre certains niveaux. Puis si tu sais ça au début de la game, puis quand tu réussis à l'atteindre, ben tu gagnes. Puis l'autre base, c'est plus le militaire. On essaie d'aller enlever les bases de l'ennemi, mais on sait pas combien de points ils valent exactement. Puis là, ils peuvent valoir plus ou moins de points. Puis ces valeurs-là peuvent bouger ou changer. On a des mains de cartes avec des événements qui sont thématiques, mais qui peuvent vraiment venir changer la donne. Puis qu'il faut jouer au bon moment. Fait que c'est toutes des affaires qu'il y avait dans War of the Ring. Puis que moi, j'appréciais plus dans War of the Ring parce que je connais plus la propriété intellectuelle sur laquelle c'est basé. Là. Je suis pas le plus fan du Seigneur des Anneaux. On va en reparler un peu plus tard aujourd'hui même. Fait que tout ça pour dire, j'ai pas rejoué à War for Arrakis. Puis tu sais, je vois pas dans pourquoi que j'y rejouerais. À moins que tu me dirais que tu veux vraiment, vraiment y jouer, puis ça fait super longtemps que tu y as pas joué, puis que tu sais, t'as vraiment le goût. Parce que sinon, tu sais, si on a une grosse journée à mettre puis qu'on veut pas jouer à de quoi de nouveau pour parler sur le podcast, ben tu sais, je vais plus aller vers War of the Ring ou Star Wars Rebellion, tu sais, qui sont pas mal dans le même créneau, mais qui moi, me parlent pas mal plus, là. Ouais, Dune était un peu moins thématique dans son exécution que les deux autres. Tu sais, les événements des films sont vraiment comme sous la forme d'événements puis de cartes. Dans War for Arrakis, c'est un peu moins ça. Tu sais, il y a certains événements qui sont là, mais c'est moins imbriqué. C'est plus mécanique. Tu sais. Peut-être plus équilibré d'une certaine façon. Parce qu'ils vont pas. Ils enlèvent un peu l'aspect fanservice, j'allais dire. Ouais, peut-être. Tu sais, je peux difficilement juger de ça.
Mais ça enlève un peu un petit peu de flavor, par exemple. Oui, mais il me semble que ce qu'on avait dit à l'émission, c'est que ça permettait peut-être d'avoir des parties qui se ressemblent un peu moins d'une fois à l'autre. Ouais. Mais encore là, il faudrait peut-être le jouer plusieurs fois pour être certain de ça. Mhm. Donc voilà pour le duel de l'an passé. On va faire un retour sur ce qu'on a joué récemment. Puis là, il y a beaucoup de choses parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Là. On a sauté la semaine dernière pour des circonstances exceptionnelles. Là. On pourra en reparler dans le segment en dessous de la table là, pour nos Patreons. Mais bref, on a joué à beaucoup de choses dans les dernières semaines. Puis ben moi, j'ai eu la chance d'aller à Dice Tower West, donc la convention organisée par la chaîne YouTube Dice Tower à Las Vegas, revoir des vieux amis, revoir des nouveaux amis que je connaissais en ligne, mais que j'avais jamais vus en personne. Donc 5 gros jours de gaming, puis tu devineras pas c'est quoi le jeu que j'ai plus joué, Vince. Est-ce que c'est Guards of Atlantis 2? Oui, j'ai joué 5 games en 5 jours de Guards of Atlantis. C'était le paradis sur Terre. Oh my god. J'ai joué à 4, j'ai joué à 6, j'ai joué à 8 joueurs. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à découvrir les nouveaux bonhommes, à redécouvrir tous les bonhommes qui ont été changés, parce que là, le deuxième printing avec les nouvelles extensions a été livré dernièrement. J'avais pas eu l'occasion de les essayer encore, fait que j'étais super excité. À date, j'ai pas été déçu. Je pense que la plupart des changements sont pour le mieux. Puis les nouveaux bonhommes sont très cool. Là. Il y a une espèce de rockstar qui fait apparaître des zombies. On a un gros pingouin qui dirige ses alliés puis qui peut peut-être les forcer à discarter pour leur donner des bonus. Mais après ça, il y a d'autres cartes qui profitent de ces discartes-là. En tout cas, bref. Quand tu connais le jeu, il y a beaucoup de bonhommes qui sont super complexes, là, mais il y en a des un peu plus simples aussi. Là, puis en tout cas, on pensait qu'avec 22 bonhommes, on avait fait le tour. Là, ben là, on est rendu à 32, puis on s'en va vraiment ailleurs. Puis je trouve ça cool que le jeu se renouvelle puis continue de s'innover comme ça. Mais bon, j'ai déjà parlé plein de fois de Guards of Atlantis. Je vais pas m'étendre plus qu'il faut. Sinon, j'ai rejoué à beaucoup de jeux que j'avais déjà joué aussi puis que j'étais content de revisiter. Tu sais, que ce soit Boss, Skyrise, Galactic Renaissance, Ansat Teutonica, Nucleum avec la nouvelle extension. J'ai revisité plein de jeux que j'aimais beaucoup. Puis j'ai essayé beaucoup de nouveautés aussi. Je dirais beaucoup de jeux de trick-taking ou de shedding, tu sais, des petits jeux de cartes qui se jouent bien en 2 parties, de quoi de plus gros là, pour se rincer le cerveau un peu, là, puis se reposer. Ben, pas se reposer, mais juste comme se resetter pour de quoi de plus substantiel après. Puis j'ai aussi eu la chance d'essayer un jeu qui est pas sorti encore, puis qui est très, très, très attendu. Moi, je n'avais pas beaucoup entendu parler avant, mais c'est un jeu qui a fait beaucoup de buzz, là. Il était dans la section des Hot Games de la convention. Fait qu'il y avait une table sur laquelle le jeu était seté en permanence, puis il y avait comme tout le temps quelqu'un qui était tout le temps un groupe en train de jouer à ce jeu-là. Il fallait faire la file pour l'essayer. Et c'est le jeu Moon Colony Bloodbath, publié par Rio Grande Games et designé par Donald Vaccarino. Et c'est peut-être un nom qui va vous dire quelque chose parce que c'est lui qui avait fait Dominion, ou Dominion, donc le grand-père de à peu près tous les jeux de deck building. Là. On sait que c'est très à la mode maintenant, ce style de jeu-là. Ben, c'est pas mal ce jeu-là qui l'a popularisé, là, s'il l'a pas inventé. Ben, je pense que le deck building de base, comme on le connaît, ça a été pas mal Dominion qui a été le premier à le faire, là, même s'il y a eu d'autres jeux qui avaient des trucs un peu similaires avant. Là. Ouais, c'est sûr que Dominion, c'en est comme un que tout le monde connaît, qui a été joué, rejoué, qui a eu plein d'extensions. Tu sais, Oui, c'est sorti en 2008, je pense, puis il y a encore des extensions qui sortent aujourd'hui. Là. Ça finit plus de finir, comme on dit. Mais là, il nous arrive avec un nouveau projet, de quoi de totalement nouveau, puis avec une thématique assez inusitée. Dans le fond, on va aller faire une colonie sur la Lune. Puis, je te dirais, si je peux résumer le jeu en 2 phrases, là,
C'est un jeu où que tu construis un engin, puis le jeu va te détruire ton engin de façon pas possible et c'est très silly, là, un peu ridicule, là. Tu sais, humour série B, style, là. Puis, dans le fond, le jeu te détruit ton engin jusqu'à temps qu'il y ait un joueur qui soit complètement détruit, qu'il ne reste plus rien. Ben là, ça met fin à la partie. Puis, celui-là qui en reste le plus, ça va être lui ou elle qui va gagner, là. Principalement un jeu de cartes, là. Puis, sur les cartes, il y a, tu sais, les illustrations, ça fait beaucoup science-fiction, mais comme de cartoons des années 50, 60, 70, là, tu sais, les vieux cartoons Hanna-Barbera ou les Jetsons ou ce genre de trucs-là, là. Ben, je dirais pas que c'est ce genre-là, mais ça fait rétro-futuriste. C'est ça. Tu sais, c'est. En fait, je regarde les cartes puis je me dis ça, ce jeu-là, tu sais, il aurait pu sortir dans le temps de Catan. Tu sais, tu regardes les artworks, le choix des couleurs, pis tout ça, tu sais, le jeu a déjà l'air vieux. C'est particulier. Mais, tu sais, c'est un style, vous irez voir là, sur Instagram, là, j'ai mis des photos. C'est un style qui s'assume, par exemple. Puis c'est quand même, tu sais, oui, il a l'air vieillot, mais c'est C'est quand même voulu, tu sais, c'est C'est pour. ça. Ça vient tiquer un peu ta nostalgie là, des vieux jeux. Tu sais, ben, les artworks font un peu penser à Race for the Galaxy en même temps. Mais c'est plus cartoon. Ouais. Puis plus moderne. Au moins, eux autres sont constants dans leur type de dessin. Mais ouais, tu le regardes, là, puis tu te dis, voyons donc, c'est pas sorti encore, ce jeu-là. On dirait qu'il est sorti il y a 15-20 ans. Là. Il y a des jeux de 15-20 ans qui ont l'air plus récents que ça. Là. Ouais, mais tu sais, sur la Mais boîte, il y a c'est. quand même des femmes puis des gens de couleur, là. Fait que ça date pas de 15-20 ans, certains, là. Ouais. Bon. Euh, Puis comment ça marche, dans le fond, c'est que on va piger des cartes événements qui vont affecter tout le monde. Puis parmi celles-là, il y en a quatre qui vont dire de travailler, ou quatre ou cinq, je pense. Mais mélangé au travers de tout ça, il y a comme toutes sortes de catastrophes qui fait que on va perdre du monde. Puis il y a aussi des cartes tu sais, des événements qui nous permettent de peut-être échanger des ressources pour d'autres. Parce que là, on va avoir différentes ressources. Là, on va avoir de l'argent, on va avoir des gens. Les gens, c'est carrément ta condition de victoire, là. C'est ça que je disais tantôt, là, le jeu essaie de te détruire. Fait qu'il y a plein d'événements que c'est juste comme t'as trois personnes. Il y a un accident, t'as trois personnes qui meurent. Il y a telle affaire, t'as deux personnes qui meurent. Il y a telle affaire, t'as huit personnes qui meurent. Puis là, au début de la partie, ces événements-là sont pas trop pires, mais au fur et à mesure que la partie avance, ben on va rajouter des événements de robots qui se rebellent contre la colonie ou tu sais, des problèmes spatio-temporels ou des affaires de même, là, tous des trucs pseudo sci-fi qui deviennent de plus en plus meurtriers puis qui vont tuer de plus en plus de gens. Puis, dans le fond, quand tu n'as plus assez de gens pour payer ce coût-là, tu as l'option de détruire une des cartes que tu as construites. Parce il y a des actions. Dans le fond, il y a quatre actions que tu peux faire, là. Collecter de la bouffe, collecter de l'argent, faire de la recherche, c'est-à-dire piger des cartes, ou construire une des cartes que tu as pigées au préalable. Puis ça va te donner comme un pouvoir spécial, soit tout le temps, ou quand il y a tel événement, ou quand que tu fais telle action. Puis dans le fond, chaque building va avoir un coût à payer, mais il va aussi avoir une valeur de gens. Puis ça, c'est le nombre de personnes que ça te donne quand que tu le détruis. Parce que quand tu n'as plus assez de gens pour payer l'événement méchant qui arrive, ben tu détruis un de tes buildings, ça te donne des gens, puis là, après ça, tu vas en avoir assez pour payer. Puis si tu n'as toujours pas assez, ben tu vas détruire des buildings jusqu'à temps que tu puisses plus, puis là, si tu peux toujours plus payer, ben c'est là que la partie va finir. Fait que c'est ça. Ça joue quand même assez vite. Tu sais, on vire la carte, là, il se passe des affaires qui affectent tout le monde. Là. Un coup que tout le monde a fait son action, on vire l'autre carte. Tu sais, tout se fait en simultané. Là. Il n'y a pas vraiment d'ordre de tour. Il y a des bâtiments qu'on construit qui vont rajouter des événements spécifiques au paquet. Il y en a même qui vont nous permettre de rajouter des événements qui nous donnent des ressources juste à nous, mais pas aux autres. Mais ça veut pas dire tu sais, qu'ils vont arriver dans le bon ordre ou au bon moment. Là. Tu sais jamais.
quand est-ce que ta carte va sortir. Là, c'est sûr qu'elle va finir par sortir parce que on vide tout le temps le paquet, puis là, un coup que le paquet est vidé, on rajoute la prochaine carte événement dedans, puis là, les événements vont de mal en pire pour notre petite colonie sur la Lune, fait que ça devient de plus en plus un bain de sang. Fait que c'est thématique. Ben, c'est ça. Puis dans le fond, je te dirais que, tu sais, faut que tu te construises un engin puis que tu essayes d'en profiter le plus possible avant d'être forcé de le détruire, là. Fait qu'il y a un... tu sais, après j'ai joué avec les gars de Board Game Barrage, puis dans le fond, un coup qu'on a fini, il y en a un qui il comparait un peu à Heat, dans le sens que, tu sais, t'as un genre de pseudo deck building, puis t'essayes de, comme, maximiser tes ressources pendant que tu peux pour en tirer le plus possible, puis mais tu sais, éventuellement, ça va finir par te rattraper, là. Puis tu sais, en jouant, j'avais pas du tout fait la comparaison, mais tu sais, c'est vrai qu'il y a peut-être des petits éléments qui se ressemblent un peu, là. Ouais, mais I, tu sais, c'était comme tout le temps la même chose dans le fond qui arrive, là. C'est juste les cartes de I qui font surchauffer ton moteur ou pas. Tu sais, c'était plus deck building, fait que tu sais, c'est plus le hasard qui détermine ce qui se passe. Là, tu te crées un engin, mais tu as un tableau, dans le fond, qui reste là. Ben, oui, mais t'as aussi un aspect de deck building parce que dans le fond, tout le monde va rajouter des cartes dans le deck commun d'événements. Parce que quand tu construis ton building, tu peux rajouter des événements dedans. Il y a des événements qui se rajoutent naturellement, mais tu sais, plus ça va, plus ça devient nasty. Mais des fois, tu vas ajouter des événements qui sont nasty, mais t'espères qu'ils vont être plus nasty pour les autres que pour toi. C'est un peu là la stratégie du jeu, mais encore là, tu sais, il y a beaucoup de hasard dans l'ordre que ces affaires-là vont sortir. Parce que, tu sais, mettons, t'as une carte qui te permet de plus t'as d'argent d'accumuler, plus tu vas refaire d'argent. C'est comme des intérêts composés, si on veut. Fait que, tu sais, si elle sort avant que tu construises ton gros building, c'est bien parce que t'avais accumulé plein de cash, puis là, t'en as encore plus. Fait qu'il va t'en rester après avoir construit ton building. Mais si toutes les cartes pour travailler sortent avant, ben, tu sais, t'auras pas le choix de le faire, ton building, même si t'aimerais peut-être mieux attendre. Puis là, ça se peut que la carte elle sorte tout de suite après, puis toi, elle te donnera rien parce que t'as déjà tout dépensé, là. Fait que ça, il y a beaucoup de timing que tu contrôles pas nécessairement. Mais c'est ça, tu sais, ça va vite. C'est un thème qui est rigolo, qui est un peu, qui se prend pas trop au sérieux, puis qui, tu sais, chacun a comme un plateau asymétrique, si on veut, avec un docteur quelque chose, là, qui, tu sais, le mien, il ressemblait un peu à, comme un genre de Doc Brown ou avec des couleurs un peu bizarres, puis il y a comme un cerveau, un peu comme le film Mars Attack, là. Un cerveau dans un bocal. C'est ça, sur sa tête. Fait que c'est comme si le Doc Brown avait fusionné avec les Martiens de Mars Attack. Ça vous donne un peu une idée du ton du jeu, là. Fait que c'était Moon Colony Bloodbath de Donald Vaccarino, puis publié plus tard cette année par Rio Grande Games. Personnellement, moi, je vais pas. Ça me dérangerait pas de rejouer, mais je vais pas aller me l'acheter. Le TLDR, là, c'est ça. Ben, moi aussi, je suis allé à un événement récemment, puis c'est le défi Joudon. Bon, t'es allé aussi, mais c'est pas grave. Ça me permet de parler d'un événement auquel j'ai participé puis qui était vraiment cool. Fait qu'on a pu revoir des gens qu'on connaissait, des auditeurs du podcast, des gens qui venaient de Patreon. On a vu plein de monde, on a pu jouer à des jeux toute la journée. On a même rencontré des auditeurs qu'on n'avait jamais vus avant. Exact. Shout out à Olivier Et Léopold. aussi. Puis on était aussi avec la gang de Marion, qui est de la chaîne Je vous explique les règles, qu'on reçoit au moins une fois par année pour collaborer. Fait qu'on on avait une pas pire équipe, là, puis on a ramassé quand même pas loin de 2000 $, je pense, en dons pour la QPS. Oui, puis ben ça c'était pour notre équipe, mais tous les défis Joudor ensemble, c'est plus de 85 000 qui ont été amassés. Donc un gros merci à tous ceux et celles qui ont donné. Au moment où on enregistre, c'est encore possible de faire des dons. Je ne sais pas si ça va être encore possible au moment où ce qu'on va publier, mais en tout cas, si jamais vous ne l'avez pas fait encore, puis que vous voulez encourager la cause, donc c'est pour
Comme tu disais, l'Association québécoise de prévention du suicide. Une super belle cause, puis encore une fois, une très belle journée. Il y avait des jeux, mais il y avait aussi des petits événements à côté. Puis on a appris une chose ou deux sur la santé mentale. Fait que c'est ça, une super belle journée. Puis pendant cette journée-là, en fait, le premier jeu qu'on a joué, c'est un jeu de dextérité. C'est mes préférés, comme tout le Hey, monde le sait. on a réussi à te faire jouer toi et la flèche à des jeux de dextérité en même temps, là. C'est quelque chose. C'était un événement, là. C'était marquant. Puis le jeu en question, c'était Team 3, Team 3, sinon, qui est sorti en 2019, designé par Alex Cutler puis Matt Fantastic, publié par Brain Games. Fait que Team 3, ben, c'est un jeu qui se joue en équipe de 3, comme le nom le dit. Puis c'est un jeu compétitif dans lequel on a 3 rôles. Fait qu'il y a quelqu'un que sa mission, c'est d'assembler une structure avec des pièces en plastique qui ressemblent à des blocs de Tetris. Fait que t'as genre un T, un genre de Z, t'as une espèce d'escalier, puis un petit coin en 3, puis une croix. Puis là, il faut que tu assembles ça les yeux fermés. L'affaire, c'est que tu reçois les instructions de quelqu'un qui ne voit pas les instructions, mais qui doit divulguer des informations. Parce que la seule personne qui voit le plan, c'est une personne qui a une petite carte qui dit qu'est-ce qu'il faut faire. Puis cette personne-là n'a pas le droit de parler, elle doit mimer. Fait que la personne qui voit les instructions mime les instructions à la personne qui parle, qui dit à la personne qui voit pas quoi faire. Fait que ça fait de quoi d'assez chaotique, puis d'assez comique aussi, là. Un coup que t'as fini ta structure, là, de regarder les autres équipes continuer à se démener, c'est quand même divertissant, là. C'est le genre de jeu que t'as pas besoin de jouer pour t'amuser, là. Ouais, parce que tu sais, d'entendre la personne essayer d'expliquer quelque chose, puis de voir celui qui est même en train de faire comme non, 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 c'est pas ça, puis de réagir avec force. C'est assez comique, c'est assez drôle. C'est très léger comme jeu, on va dire aussi. C'est assez accessible. Ouais, ça pognerait beaucoup dans les parties de famille, je pense. Ouais. Puis tu sais, dans le fond, il y a comme 2 versions du jeu, là. Je sais pas exactement c'est quoi la différence entre la version rose puis la version verte, mais tu sais, dans chacune, tu as comme des decks de cartes qui vont en augmentant de difficulté. Fait que, tu sais, au début, c'est plus simple, mais après ça, ça devient plus compliqué. Puis Je pense j'imagine qu'il y que a une des deux versions qui est plus compliquée, c'est plus dur que l'autre, les scénarios. c'est possible. Mais c'est ça, c'était drôle, c'était intéressant. Comme tu dis, je pense, jeu de partie, tu peux amener ça à des gens qui jouent pas vraiment à des jeux. Je pense que ça peut bien passer. Puis tu sais, c'est ça, c'est comique de jouer, là. Je sais pas à quel point tu peux le sortir souvent. Ouais, moi je me verrais le sortir dans une soirée de jeu avec des gamers aussi, tu sais, comme filler ou dernier jeu en fin de soirée là, pour relaxer, là. Ouais, parce que ça peut être drôle, là. C'est sûr que ça finit un peu niaiseux. Puis tu sais, les games sont quand même assez rapides, là. Vu que c'est une compétition, c'est le premier qui a réussi, ça déclenche la fin. À moins d'être excessivement mauvais, ça va vite. C'est ça. Puis nous, dans le fond, on l'a fait 3 ou 4 fois là, pour que tout le monde puisse essayer chaque rôle, là. Fait que puis ça n'a pas été long, là. Non, c'est ça. Fait que c'était Team 3. Puis un autre jeu qu'on a pu essayer pendant le joulon, que ça faisait vraiment longtemps que je voulais essayer. En fait, depuis que j'avais appris son existence à la Kige l'automne passé, c'est The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, Trick-Taking Game. Au moins, là, c'est clair, tu sais tout ce qu'il y a dans le jeu. Tu es dans le Seigneur des Anneaux, tu es dans le premier livre, puis tu fais du trick-taking. Ah oui, puis c'est aussi écrit comme tagline sur la boîte, A Cooperative Quest Through Middle-earth. Ils sont inspirés des livres, dans le fond, pour écrire un titre le plus long possible. Ça a été designé par Brian Bournemiller et publié par Office Dog. Et c'est distribué ici par Asmodee qui nous a envoyé une copie presse. Moi, on me l'avait pitché comme un The Crew, mais dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Fait que je suis comme,
si tu prends le diagramme de Venn à l'intersection de ces deux ensembles, ben je suis dedans. Fait que je pense que j'étais définitivement le public cible. La question, c'était juste de savoir est-ce qu'ils vont pouvoir répondre aux attentes. Ouais. Moi, je t'avoue que j'étais sceptique. J'étais comme, OK, tu veux faire un trick-taking game thématique. Puis là, tu sais, tu prends le Seigneur des Anneaux. Fait que là, tu crées des attentes substantielles. Puis j'ai envie de dire que j'ai été agréablement surpris. Ouais, moi, mes attentes étaient hautes, puis ils ont toutes été relevées, en tout cas à date. Puis en plus, ils nous promettaient un mode un joueur puis un mode deux joueurs qui allait être intéressant. Ça, je peux pas en parler, par exemple. Ça, j'ai Je- pas je- essayé. je- on y reviendra plus tard. Mais en gros, le jeu, ben, si vous avez déjà joué à The Crew, donc un jeu de levée coopératif, là, chacun a comme son objectif à remplir, puis collectivement, il faut remplir tous les objectifs pour gagner la partie. Ben, c'est un peu ça le principe de base, mais dans celui-là, c'est que dans le fond, on va avoir une genre de campagne, là, une succession de scénarios qui suivent le fil des événements du premier livre de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Puis dans le fond, au lieu d'avoir des tâches qu'on va aller drafter, c'est que ça va être des personnages du livre. Comme par exemple Frodon, qui est dans pas mal presque toutes les missions. Ben lui, sa tâche, c'est de gagner les cartes un certain nombre de cartes du suit anneau, dans le fond. Parce que c'est un jeu de levée, donc on a différentes couleurs de cartes. La plupart vont avoir des valeurs qui vont de 1 à 8, mais il y a une sorte de carte qui est l'anneau, puis lui, cette sorte-là va juste de 1 à 5. Puis dans le fond, la personne qui a le 1 d'anneau, fait que le One Ring, l'anneau unique, si on veut, va être obligé de prendre Frodon pour cette main-là. Puis dans le fond, le 1 d'anneau, c'est un peu comme le seul atout du jeu. Fait que quand on la joue, on peut gagner la levée, peu importe, mais on n'est pas obligé dans le fond. Puis c'est le seul atout du jeu. Là. Les autres anneaux sont pas comme un atout qui bat les autres sortes. Là. Sinon, à la base, le jeu, c'est un jeu de levée standard là, où on doit suivre la couleur qui est demandée, puis la plus haute carte de cette couleur-là dans le pli va remporter le pli. Fait que tu sais, c'est ça. Fait qu'on on reste quand même en terrain connu. Mais ce qui est assez hot, c'est la façon dont ils ont intégré l'histoire aux missions. Parce que tu sais, les missions, tu avais déjà ce concept-là dans The Crew. Mais là, dans le fond, chaque personnage, c'est ça, vu qu'il a sa mission, puis c'est toutes des missions qui sont un peu dans le style de The Crew, mais des fois un peu plus touchées. Tu sais, t'as vraiment des missions qui sont plus wild, j'allais dire. Ouais, ils vont plus outside of the box parce qu'ils peuvent se le permettre avec un système comme ça qui est pas comme semi-aléatoire. Là. Tu sais, chaque scénario a son lot de personnages qui lui est dédié. Là. Il y a des personnages qui reviennent d'un à l'autre. C'est comme Frodon, Sam, on les voit un puis une autre fois, là, mais tu sais, dans certains scénarios, un moment donné, on va avoir Grandpa, puis là, plus tard, je me suis pas encore rendu là, mais je mettrais un petit 2 piastres qu'on va voir Aragorn un moment donné dans les scénarios plus loin, là. Quel spoiler! Puis tu sais, on voit même des personnages, tu sais, il y a des deep cuts, là. Il y Tom a Bill. Bombadil, Ben, Bédard. Tom, c'est pas super, mais Bill, Il était même pas dans les films. Bill ouais. le poney, ouais, Ben oui, ou il est là. le. Il est dans la version longue, on le voit. Il dit au revoir à Bill quand il arrive à la Moria. Non, Bill, il est là, mais pas Tom Bombadil. Non, excuse-moi, je pensais que tu parlais de Bill parce que Bill est awesome, là, je veux dire. Il y a même le gros Bolger. Si vous savez pas c'est qui, ou Glorfindel, Fait que Glorfindel était plus important dans les livres. mais il est pas là dans les films non plus. Non. Le gros Bolger, par contre, il est pas. Ouais, je suis pas sûr qu'on mentionne son nom plus souvent que Glorfindel. On fera un petit word count, voir. Ah, Mais bref, il y a des personnages assez obscurs que vous vous rappellerez peut-être pas si ça fait longtemps que vous avez lu le livre. Mais c'est cool à quel point que chaque personnage, sa tâche fit un peu avec comme sa personnalité puis qu'est-ce qu'il a fait dans le livre, tu sais. Pas toutes, là, mais comme, tu sais, Frodon, il a rapport avec les anneaux. Tu sais, le scénario avec Glorfindel, justement, tu sais, Glorfindel, c'est lui qui
il y a un peu le rôle que Arwen a pris dans le film, là, c'est quand il y a quand les Hobbits puis Grandpa se sauvent Des des, euh, Nazgûl des Nazgûl, c'est comme lui qui vient les aider puis qui réussit à les amener à à la rivière. Rivendell. Ouais, ben en fait, ils sont À fond de rendus comble, jusqu'à ouais, Fond-Comble, puis là. là, la rivière les ramasse parce qu'ils rouvrent une digue, puis ils se font noyer. Ben c'est ça. Mais tu sais, le scénario avec Glorfindel, justement, c'est comme faut que tout le monde. Tu sais, la plupart des scénarios, c'est comme tu draftes tes personnages au début, tu sais, tu reçois ta main de carte, puis là, tu vois comme c'est quoi ta main, fait que tu sais c'est quoi les personnages qui sont en jeu, tu sais c'est quoi les tâches qu'il y a à accomplir, puis comme tout le monde en draft un là-dedans. Puis là, il va y en avoir deux ou trois qui sont comme obligatoires, puis tu vas avoir un certain nombre de plus qui peuvent être là ou pas, selon si les gens la prennent ou pas. Puis ça, ce système-là, je pense qu'il marche mieux à 4 joueurs, hein. Mais bref, quand on arrive au scénario de Glorfindel, il les a tous aidés à se rendre à bon port. Fait que c'est comme le premier scénario où faut que chacun des personnages ait réussi au moins une fois le scénario pour qu'il soit considéré comme réussi. Fait que Glorfindel, il va toujours être là, puis les autres personnages, ben un coup qu'on va avoir gagné une main avec eux, ben on va comme pouvoir les mettre de côté, puis après ça en drafter des nouveaux. Mais toujours avec les mêmes règles spéciales pour ce scénario-là, là. Puis j'ai trouvé que, tu sais, c'est là que le jeu prenait une petite coche de difficulté, puis c'était intéressant que la façon qu'il le faisait, parce que, tu sais, jusqu'à maintenant, à toutes les fois qu'on avait Frodon, Merry, Sam, tu sais, ils ont tous leurs petits objectifs particuliers, puis tu sais, c'est comme, tu peux tout le temps utiliser un peu la même stratégie pour arriver à, tu sais, comme, tu sais, Merry veut gagner une ou deux levées. Sam, il veut gagner une carte spécifique d'une couleur. Fait que tu sais, tu t'arranges pour avoir la grosse carte de cette couleur-là, puis ça va bien aller, là. Frodon, il veut gagner des anneaux, ben, ce scénario-là, il décide qu'il step up la difficulté en assignant un genre de cavalier Nazgûl à chacun des personnages. Donc, ça va restreindre les cartes avec lesquelles tu peux ouvrir ou les cartes que tu peux gagner. Tu sais, comme... Parce qu'il y a aussi un aspect que il y a aucune communication dans le jeu-là. Tu sais, dans The Crew, ce qui pouvait t'aider, c'est que tu pouvais communiquer Une puis carte que tu avais, tu sais, puis tu fais dire c'est ta plus haute ou ta plus basse. ce qui donnait quand même beaucoup d'informations, mais dans ce jeu-là, t'as pas ça. La façon que tu vas pouvoir communiquer, c'est avant qu'on commence à jouer, il y a beaucoup de personnages qui vont permettre d'aller échanger avec d'autres personnages spécifiques. C'est comme les Hobbits, souvent ils peuvent aller échanger entre eux. Tu vas avoir d'autres personnages qui peuvent échanger avec tout le monde ou avec des personnages spécifiques. Puis ça, c'est super important parce que tu envoies une carte à quelqu'un, fait que tu lui donnes de l'info, mais en même temps, tu peux comme un peu ajuster ta main. Ouais, puis j'allais dire, en plus de ça, c'est que la personne à qui tu vas donner une carte, souvent, il faut qu'elle t'en redonne une. Puis des fois, elle peut te redonner la même carte. Ce qui peut donner beaucoup d'infos en voulant dire comme j'ai aucun problème à réussir mon objectif, fait que je te redonne ta carte, puis tu sais, moi, de mon côté, tout va bien. Mais tu sais, tu peux aussi faire ça pour donner les bonnes cartes à la bonne personne. Tu sais, si tu sais que Sam il a besoin de gagner une certaine carte de colline, ben tu pourrais peut-être penser à lui donner une autre carte de colline pour qu'il soit sûr de pouvoir jouer les grosses cartes ou que tu sois pas forcé de la jouer toi au mauvais moment. Mais ce scénario-là, il vient comme mettre des gros bâtons dans les roues parce que ça dit, mettons, tu sais, Sam, il veut gagner une carte de colline, ben, ce scénario-là, il peut pas ouvrir en colline. Mary, il veut gagner une ou deux levées, fait que souvent, tu sais, tu t'arranges pour avoir un 8 dans ta main, puis tu sais, tu comptes là-dessus, gagner celle-là. Ah, finalement, Mary, sa restriction, là, c'est qu'il peut pas gagner de 8. Si tu gagnes un 8, t'as perdu. Fait que, tu sais, puis ce scénario-là, il arrive à peu près à mi-campagne, ish. Puis il permet de se renouveler. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va y avoir après. Comment ils vont faire pour continuer à changer les choses à chaque fois puis à rendre ça intéressant. Mais en tout cas, à date, je suis très satisfait de ce que j'ai vu. Je trouve que les scénarios sont bien designés, sont plus. C'est sûr qu'il y a des affaires un peu plus répétitives que dans The Crew, mais il y a aussi des affaires plus
plus champ gauche, plus intéressante, plus nouvelle. Ouais, ben tu sais, l'avantage aussi d'utiliser ce système-là, c'est tu peux tester des combinaisons de missions. Tu sais, eux autres, ils avaient dit, bon, ben, à tel chapitre, il va y avoir tel bonhomme. Fait que, tu sais, ils ont pu concevoir quelle mission allait être à ce moment-là en parallèle. C'est Fait que ça ça. fait qu'il y a un peu plus de réflexion. Tu sais, c'est pas juste aléatoire, il y a une pensée. Fait que, tu sais, des fois, il y a probablement des stratégies qu'il faut que tu trouves. Tu sais, comme le scénario avec Glorfindel, c'était peut-être mieux de combiner tel et tel personnage pour le premier round, puis ensuite faire les autres ensemble, parce que ça se fait mieux. Fait que c'est ça, ils se permettent d'explorer des trucs un peu plus ésotériques dans le design d'émission, ce qui donne des affaires quand même très cool. Puis, en plus, ils réussissent à être thématiques dans un jeu de levée. Tu sais, c'est sûr que c'est pas l'expérience la plus thématique du monde, mais juste le fait que tu réussisses à être thématique avec un jeu de levée, c'est un tour de force en soi, je trouve. Ouais. Moi, ils m'ont eu avec Bill. Je veux Et- dire, tu sais, on voit que tu sais, c'est plus qu'ils voulaient faire des combinaisons de missions particulières, puis là, ils se sont dit, bon, ben, il faut qu'on mette un bonhomme là-dessus. Puis quand ils ont sorti Bill le poney, j'étais comme, ben, voyons donc. Ça a l'air con, là, mais je trouve ça bien drôle. Mais je trouve ça impressionnant. Je m'attendais pas à ça. Je m'étais dit, ah, Seigneur des Anneaux par-dessus la levée, ça fonctionnera pas vraiment. Là. Tu sais, c'est juste parce qu'ils veulent vendre le Seigneur des Anneaux, pas tant leur jeu, mais finalement, il y a quelque chose. Puis c'est bien. Puis j'ai envie de dire que je pense que j'aime mieux ça que The Crew. Je pense que moi aussi. Mais je sais pas, j'ai quand même joué beaucoup à The Crew. Je sais pas si je vais me rendre à autant de parties avec celui-là. Parce que tu sais, un coup que t'as fini tous les scénarios, je pense qu'il y a un genre de mode comme choisi un Infini, où peu. est-ce que tu mélanges des bonhommes Ouais, il y a des règles. semi-aléatoirement? C'est ça, il y a des règles pour ça. J'ai pas vraiment regardé c'était quoi encore. Je suis pas rendu là. Euh, mais de toute façon, je sais pas si je vais avoir à me rendre là parce que d'ici le temps, à ce que je fasse la campagne au complet, tu sais, il s'appelle le Fellowship of the Ring. Je serais pas surpris qu'ils nous sortent l'année prochaine les 2 tours, puis dans 2 ans le retour du roi, là. Fait que tu sais, il va y avoir du stock en masse pour s'amuser longtemps. Puis si en plus après on peut tout mélanger ça ensemble, ben tant mieux. Puis peut-être que non parce que les boîtes vont être tellement différentes les unes des autres. Je suis sûr qu'ils vont avoir plein de nouvelles mécaniques par rapport à ça. J'ai hâte de voir en tout cas. Mais je suis d'accord avec toi que juste le fait que ce soit thématique, que ce soit un thème que moi j'aime beaucoup, ça rajoute une grosse plus-value. Maintenant, si vous l'achetez pour jouer principalement à deux ou un, ça, je suis moins certain. Dans le fond, quand que ça fonctionne quand tu es à deux joueurs, c'est que tu vas avoir comme un troisième joueur qui va être comme une genre de pyramide de cartes à la Seven Wonders Duel, là. Fait que tu as des cartes qui sont face visible, d'autres qui sont face cachée. Puis dans le fond, le joueur qui est Frodon contrôle ce troisième joueur-là. Fait que quand ça vient le temps de jouer, ben tu dois jouer une des cartes qui est face ouverte. Fait que t'as comme un peu d'information, tu sais, les deux joueurs ont un peu d'informations sur c'est quoi la main de ce joueur-là, puis ils peuvent jouer en conséquence, là. Tu sais, ce joueur-là va aussi avoir un rôle puis une tâche à accomplir, là. Il y a certains scénarios qui sont modifiés pour que ça fitte avec ces règles-là. Est-ce que ça marche? Oui, mais c'est vraiment moins intéressant que de jouer à 3 ou 4 joueurs, je trouve. Mais tu sais, ça marche quand même. Puis en solo, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est que tu vas contrôler 4 personnages, 4 mains en même temps, mais tu vois pas toutes les cartes. Fait que dans le fond, chaque personnage il va avoir 4 cartes visibles en tout temps. Fait que là, quand tu joues une carte, t'en repiges une autre pour venir la remplacer. Fait que c'est un peu comme jouer avec tout du monde de ton même niveau, mais avec une communication imparfaite, là. Fait que ça simule un peu un jeu de levée, en fait. Fait que c'est surprenant à quel point ça marche, mais tu sais, c'est pas aussi le fun que de jouer à 3 ou 4. Puis tu sais, j'ai aimé ça parce que tu sais, je découvrais les nouveaux scénarios comme ça, puis j'étais content de voir comme c'était quoi les twists puis les règles puis tu sais, comme les tâches de chaque personnage.
Mais je pense pas que c'est de quoi que je vais revisiter à répétition, là. Mais tu sais, on a joué au Jedon à 3 puis à 4 joueurs, puis là, j'ai vraiment trippé, là. Tu sais, on a joué avec Olivier qui est un gros amateur de jeux de levée lui aussi, puis tu sais, ensuite j'ai vu que les deux, on voyait un peu la même affaire, puis comme la main elle commençait, puis là, ouais, les deux, on s'en allait dans la même direction, puis tu sais, de l'autre côté, il y avait toi puis Dominique qui avait peut-être un peu moins d'expérience avec ce genre de jeu-là, puis tu sais, comme Je vois pas de quoi tu parles. je sais pas si toi tu l'as senti, mais moi j'ai vu tout de suite le clash entre les deux, puis tu sais, mais ça a marché pareil, parce que c'est un jeu coop, puis tu sais, on est tous ensemble, puis puis on a eu du fun quand même, là. Ouais, ben tu sais, c'est ça. On dirait que ça me rentre pas dans la tête parfaitement, le jeu de levée. Fait que c'est pour ça que des fois, je suis un peu un boulet, mais c'est pas si pire. Mais tu sais, en même temps, des Faut que fois, t'apprennes à, c'est faut que une t'apprennes question à de. compter les cartes. Ouais, mais des fois, c'est une question de le voir ou pas. Puis des fois aussi, je tiens à dire que tu ne joues pas non plus parfaitement toujours tout le temps. Fait que Non. faut pas oublier ça. Mais mais c'est ça. Mais j'ai quand même bien du fun, là, tu sais, c'est pas parce que je suis pas le champion du jeu de levée que j'ai pas eu de plaisir. Moi j'ai bien aimé. Puis tu sais, on s'améliore en jouant. Puis tu sais, le jeu il nous donne envie de continuer parce que tu sais, on relève des défis un peu plus compliqués de fois en fois. Puis ça, je trouve ça bien. Ouais, fait que si vous avez trippé sur The Crew puis que vous aimez le Seigneur des Anneaux, ben, je vous dirais garochez-vous dessus. Ou si vous avez déjà joué à The Crew, vous avez aimé ça, mais vous l'avez pas acheté, ben, peut-être acheter lui à la place. Je serais pas gêné. Puis si jamais vous vous demandez, mais voyons Sam, où est-ce que je peux trouver la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif? Eh bien, vous avez juste à aller sur le site boutiqueodyssée.com parce qu'il leur reste encore des copies de ce jeu-là, très exactement. On les a, entre autres, en français. Puis, ils ont aussi encore des copies de l'extension du Imperium dont on a parlé un petit peu plus tôt. Sur leur site Internet, si vous commandez pour plus de 175 vous avez la livraison gratuite. Puis, lors de votre première commande, si vous leur donnez le code promo Board Game Duel, vous avez droit à un 10% de rabais sur votre commande. Parlant de jeux de levée, ils ont aussi présentement un rabais sur Cat in the Box, l'édition Deluxe en français, qui peut peut-être intéresser des gens. Ça en est un autre bon, ça. Ouais, c'était quand même étrange. J'étais pas prêt à ce niveau-là de jeu de levée, là. C'était pas mal intéressant. Fait que c'est ça, vous pouvez aller les visiter sur boutiqueodyssée.com. Donc maintenant, on va arriver à notre plat de résistance, notre duel avec thématique adaptation de jeux vidéo. Puis là, vu que tu as parlé beaucoup, Sam, je vais me permettre de commencer J'allais te proposer la même chose. en parlant de Metal Gear Solid The Board Game qui est sorti cette année, qui est une adaptation de Metal Gear Solid, designée par Emerson Matsuuchi et publiée par Simon. Donc, Metal Gear Solid, comme son jeu d'inspiration, c'est un jeu de Furtivité. furtivité. C'est le mot que je cherchais. Mais c'est ça, c'est un jeu de furtivité. Le jeu est composé, entre autres, d'une campagne dans laquelle on va incarner Solid Snake, qui a pour mission secrète d'infiltrer une base secrète dont lequel un groupe de terroristes a pris le contrôle. Puis ils veulent utiliser le Metal Gear Rex pour faire du terrorisme. Dans le fond, le Metal Gear Rex, c'est comme un gros robot qui peut lancer des missiles nucléaires à partir de n'importe où sur la planète. Fait que là, on demande au meilleur espion, au meilleur agent infiltré du monde, Solid Snake, de sauver la situation. Fait que le jeu, c'est un jeu coopératif dans lequel on va avoir, c'est ça, différentes missions à effectuer. Le jeu va être composé comme de 3 types de missions différents. Fait qu'on a des missions du scénario, des missions de furtivité, où on va essayer d'accomplir une mission sans être vu, ou en tout cas être vu le moins possible. On a des missions
boss, des combats de boss, parce que le jeu vidéo était composé de cette section de furtivité puis de section de boss. Ben, on a la même chose dans le jeu de société. Puis on a des missions, les missions VR, qui étaient comme des missions, des side missions, comme on dit dans les jeux vidéo, qu'on pouvait effectuer. Puis c'est un peu le mode principal si on veut jouer avec plusieurs personnes. Parce que le jeu de société s'inspire vraiment beaucoup du jeu vidéo dans sa structure puis dans son scénario. Fait qu'on a beaucoup de missions, en fait, qui peuvent pas être jouées à plusieurs. On a quelques missions qui sont strictement solo, on a plusieurs missions qui sont juste à 2 joueurs. Puis on a quelques missions de scénario qui sont à 4. Fait que, l'objectif du jeu, c'est pas tant de faire la campagne avec du monde, mais ça va être plus de faire les missions VR avec des gens, qui sont des missions un peu plus génériques. Genre de mode arcade, là. Exact, ouais, c'est carrément ça. Fait que la mécanique de jeu principale, c'est vraiment la furtivité. Puis la sélection d'actions. Au début de ton round, tu as 4 jetons d'action qui te permettent de faire différentes actions qui vont être de se déplacer, d'attaquer des ennemis, d'interagir avec soit les gardes qu'on a assommés, les ascenseurs ou les patentes électroniques un peu partout. Puis on va dépenser ces tokens d'action-là sur ces actions-là. Puis en fonction de l'action, il y a différents coûts. Chaque personnage a aussi des tokens de bonus qui vont soit lui permettre d'avoir des actions supplémentaires ou de mitiger les dés. Parce qu'il va y avoir aussi, il y a quand même beaucoup de dés dans le jeu, mais il y a des tokens pour faire un peu de mitigation. Donc, à ton tour, c'est ça. Tu exécutes tes actions. Tous les joueurs font ces actions-là, puis après ça, les ennemis vont réagir. Les ennemis vont être quand même assez forts. Le but du jeu, c'est vraiment pas d'arriver dans une pièce puis de mitrailler tout ce qu'il y a, parce que rapidement, tu vas te faire massacrer. Les ennemis sont quand même. Ils font assez mal, puis tu as peu de points de vie. Fait que souvent, l'idée, ça va être plus de vraiment les éviter. Les ennemis vont avoir une espèce de programmation qui va dépendre de leur niveau d'alerte. Si un ennemi qui t'a vu, ben là, il sait à peu près t'es où, fait qu'il va courir vers là, puis il va essayer de te pourchasser puis de t'attaquer. Si tu as attiré l'attention, soit parce que tu as fait du bruit, parce que tu as volontairement tapé, fait du bruit sur un mur pour les attirer, ça va attirer les ennemis vers cet endroit-là. Puis si tu es complètement furtif, ben les ennemis vont tout simplement se déplacer et patrouiller dans l'espoir de te trouver, mais ils n'ont comme pas d'indice. Ils font juste déambuler. Ça, c'est De façon semi-aléatoire. semi-aléatoire. Ils vont généralement aller en ligne droite jusqu'à temps qu'ils frappent un mur. Puis après qu'ils frappent un mur, ben, on a une carte qui va déterminer dans quel sens vers quelle direction ils vont aller. Mais ça peut arriver que s'ils tombent ils vont se déplacer dans un certain nombre de cases, puis s'ils tombent exactement à l'intersection d'un corridor, ils vont tourner dedans. Fait que t'es jamais comme 100% certain de où est-ce que les ennemis vont être à ton prochain tour. Exact. Mais tu peux avoir une idée, mais tu peux être surpris un peu. Les ennemis vont avoir une ligne de vision qui va dépendre aussi de la direction dans laquelle ils regardent. Puis ça c'est là où tout est important, c'est de s'assurer que dans le fond, entre nous et l'ennemi, il y a un moyen de se cacher pour pas qu'ils nous aperçoivent. Fait qu'on a une règle assez précise, puis quand même assez facile à appliquer qui détermine s'ils te voient. Fait que, si tu fais comme un carré dans lequel nos bonhommes sont inclus, si dans ce carré-là, il y a un mur, ben, ils te voient pas. Puis il faut que tu sois dans une colonne ou une rangée qui est dans la direction de là où l'ennemi regarde. Fait que, c'est relativement simple à gérer. Puis Ouais, un ça coup fait que du tu l'as sens. compris. Elle est pas super intuitive, je trouve. Mais un coup que tu l'as internalisé, ça va bien. Ouais. Dans le fond, ça fait que c'est une règle quand même assez permissive, je dirais, pour que justement, tu aies la sensation d'être dans un jeu de stealth. Puis des fois, tu te dis, ah, mais tu sais, s'il se tourne un peu la tête, c'est comme si tu te dis il pourrait voir, mais tu te dis que quand tu joues au jeu, tu te serais collé au mur, puis ça, tu aurais agi en fonction de. Fait que ça fait que tu as quand même un peu de permissibilité dans le champ de vision. Puis c'est ça, chaque mission, dans le fond, les missions de scénario suivent vraiment le scénario du jeu.
Fait que, la première mission, la carte, le plateau est exactement structuré comme la première mission. Tu es capable de. Tu sais, il est où l'ascenseur de la première mission, ben, il est à la même place. C'est pareil, c'était drôle. Puis c'est ça. Puis chaque mission a comme un objectif. Des fois, c'est de te rendre jusqu'à la sortie. Des fois, c'est de réaliser des objectifs en chemin. Comme à un moment donné, il y a une mission dans le jeu vidéo où il y a un plancher électrique, puis il faut que tu utilises un missile téléguidé pour faire péter le circuit qui rend le plancher électrifié. Ben, t'as littéralement ça à mener dans une mission. Il faut que tu trouves un rocket launcher téléguidé, puis tu téléguides le rocket pour péter puis marcher. Fait que c'est un jeu qui a énormément de fanservice. C'en est quasiment gênant là, parce qu'il y a tout. Le jeu était connu comme étant, comme faisant comme brisant le quatrième mur. Ben, on a de ça aussi. C'est vraiment cool. Chaque mission est assez différente, justement à cause des objectifs qu'on va faire, puis à cause de la carte, parce que chaque niveau est structuré de façon différente. Fait qu'on a quand même beaucoup de variété dans les missions. Puis on a, bien entendu, des combats de boss. Puis chaque boss, c'est chaque boss du jeu original. Chacun a vraiment comme une mécanique qui est propre, qui est différente d'un boss à l'autre. Fait que le premier boss, Revolver Ocelot, ben, comme dans le jeu vidéo, le gars, c'est un pistolero, là. Il y a des revolvers, puis c'est comme le meilleur tireur ever. Il est tellement hot qu'il peut tirer, puis ses balles font ricocher sur les murs exactement là où il veut. Ben, t'as à peu près l'équivalent au niveau de la mécanique de ce gars-là dans le jeu de société. C'est qu'il peut tirer n'importe où, il n'a pas besoin de te voir, fait qu'il il fait ricocher les balles. Puis, tu sais, lui, en termes mécaniques, pour ce qui est du jeu, c'est qu'il y a un deck de cartes avec des réactions puis des actions qui est pas très grand, qui est pas très épais. Puis lui, ben, il faut que tu réussisses à comme comprendre ça va être quoi son pattern, puis abuser de ce pattern-là. D'une game à l'autre, ce deck-là n'est pas exactement pareil, mais tu sais, quand tu le bats une première fois, tu sais, son pattern va rester. Un autre boss plus tard, tu te bats contre un tank. Là, il faut que tu réussisses à y lancer des grenades au bon endroit pour faire des dégâts supplémentaires. Puis là, le positionnement sur la carte est important parce que le tank se déplace, puis après ça, le tank, il va attaquer sur des sur des colonnes entières ou des lignes entières sur la carte. Fait qu'il faut que tu réussisses à bien te positionner puis t'assurer que quand il bouge, tu maximises tes chances de ne pas être dans sa ligne de tir. Fait que tu essaies de rester dans ses diagonales, dans ses angles morts. Mm-hmm. Fait que je t'écoute, puis dans le fond, c'est un peu comme dans ces genres de jeux vidéo-là, c'est que tu apprends le pattern d'attaque du boss, puis tu essaies de l'exploiter. Exact. Fait que tu sais, oui, c'est très, très similaire. Puis c'est ça qui est cool pour ceux qui aiment le jeu. Qui aiment le jeu vidéo, là, parce que tu te retrouves, puis tu vois plein de clins d'œil, puis tout est là. Moi, j'ai l'édition intégrale qui venait avec en plus, qui intégrait en fait le livre de règles et de scénario avec une BD qui relate le jeu au complet. Là. Fait que ça, c'est vraiment cool. Là, parce que. Mais moi, j'aime le jeu. Moi, je suis un fan du jeu en partant. Fait que c'est un peu vendu. Là. Mais je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi à adapter transmettre. Ça en jeu vidéo, dans le fond. En jeu de société. Exact. T'sais, première game que j'ai faite, je me suis mis en musique la tune du niveau 1 en loop. Puis là, je faisais le jeu, puis j'étais comme, wow, j'ai du fun. C'est cool. Puis ça devient un adolescent. Là. Ah, clairement. Là. J'entendais, tu sais, puis t'as beaucoup de communication. Tu sais, les personnages, ils parlent beaucoup entre eux autres, puis tu sais, c'est via une radio. Puis j'avais l'impression d'entendre les voix des personnages dans ma tête, comme pareil. Puis c'était, en tout cas, bon, là, full nostalgie. C'est ça, là. C'est sûr que moi, j'étais un peu. J'étais le public cible de ça, là, vraiment, là, complètement. Ben, tu vois, moi, je l'étais pas du tout parce que j'ai jamais joué. Tu sais, je connais grosso modo le concept de Metal Gear, là, mais j'ai jamais joué au jeu. Je connais le personnage là, parce qu'il était dans Smash, puis j'ai vu des memes. Là. Fait que c'était à peu près mon exposition
à ça, puis j'ai quand même trouvé que le jeu était bon. Tu sais, c'était un bon jeu de stealth. Là, j'ai pas fait de mission de boss battle, là, mais j'ai fait une mission de campagne avec toi, puis une mission de VR en solo avec deux personnages, là. Puis c'est ça, moi le jeu que ça m'a le plus rappelé, c'est V Commando, ou je pense que c'est V Sabotage qui s'appelle maintenant. Fait que, tu sais, un jeu où ce que tu te promènes, t'as des patrouilles de garde, t'essaies de les éviter le plus longtemps possible, puis là, un moment donné, il y a comme un, tu sais, il y a un turning point dans la mission, puis là, c'est là que tu sors tes guns, puis tu tires dans le tas, puis tu vires en Rambo, puis il faut pas que tu le fasses trop tôt, parce que comme tu dis, tu vas te faire ramasser par les gardes. Mais si t'essaies comme, d'être trop prudent puis de rester caché tout le temps, ben, tu vas peut-être manquer de temps pour réussir ta mission parce que là, t'as comme un deck de cartes de réaction de l'ennemi. Euh, mais il y a une des X dernières cartes qui est comme mission échouée. Fait que tu sais, si tu tombes dessus, t'as perdu. Mais il y a quand même moyen de contourner ça, là. C'est ça que j'ai un peu comme découvert pendant ma mission VR, c'est que tu sais, il y a beaucoup de réaction des gardes, dans le fond, quand ils trouvent un cadavre, qui vont faire que la prochaine carte, tu la revires et tu t'as fous en dessous du paquet. Fait que quand tu doutes que la carte de fin de mission s'en vient, ben ça peut être une stratégie de juste tuer plein de gardes pour qu'elle se ramasse en dessous du paquet. C'est risqué, par contre. Tu sais, ça fait cycler ce deck-là. Puis, tu sais, ça se peut que ce soit pas la bonne carte qu'elle se ramasse là, là. Oui, mais tu sais, si t'es pour en piger une, puis en faire cycler deux trois, c'est peut-être mieux d'en faire cycler deux trois, t'as plus de chances que la carte que tu veux pas voir tombe là-dedans. Ouais. Parce que faut que tu gages un peu tes chances, là. À quel point tu penses que tu es rendu à la fin de la game puis que tu aurais besoin de juste une carte ou deux de plus pour finir. C'est ça. Mais en tout cas, il y a moyen comme de méta-gamer ce système-là. Puis j'ai trouvé que. En tout cas, moi, je me suis trouvé clever quand j'ai compris ça, puis que j'ai exploité ça, puis que ça a marché. Puis l'autre gros point positif que j'ai trouvé au jeu, je sais pas à quel point c'est fidèle aux jeux vidéo, mais tu sais, oui, t'as Solid Snake dans les personnages jouables, mais t'en as, dans le fond, trois autres. Puis ils filent tous vraiment différents, là. Tu sais, t'en as un qui est un peu plus hacker, que lui, il est pourri pour se battre, voire pas capable du tout, mais qui va être capable d'aller comme hacker les systèmes pour désactiver les alarmes pour les autres ou manipuler les gardes pour qu'ils se déplacent d'une certaine façon, débarrer les portes à distance. T'as une espèce de ninja avec un katana qui est comme super rapide, puis qui est capable de découper tout le monde à coups de katana en faisant des pirouettes. Tu sais, je filais comme un ninja en le jouant. Euh, Puis tu sais, t'as Snake, lui, il est plus comme dans le stealth, puis les takedowns dans le Subtil. dos. Puis, ouais, c'est ça. Fait que tu sais, j'ai été surpris à quel point que les personnages étaient différents les uns des autres. Pour un jeu qui est quand même très simple, là. Ouais, ouais, ouais. Non, ça c'est bien réussi. Puis ça, en fait, c'est quelque chose qui est pas dans le jeu vidéo, parce que dans le jeu, tu joues juste Solid Snake. Là, Mhm. ben, il n'y avait pas le choix, je veux pas, s'ils voulaient pas faire un jeu solo, de rajouter des personnages. Puis de mettre des bonhommes différents avec des mécaniques différentes comme ça, c'était quand même cool. Puis ça fait que tu joues pas la même game d'un bonhomme à l'autre. Fait que tu as des options qui sont pas là, tu as des options supplémentaires. Puis ça rend ça pas mal bien aussi. J'imagine que c'est des personnages que dans le jeu vidéo, ils t'aidaient, même si tu Ouais, pouvais ouais. pas les jouer, là. Oui, oui. Puis en fait, c'est drôle parce que c'est ça, le ninja, c'est un boss. Puis après, plus tard, il t'aide, là. Fait que c'est ça, je trouve qu'ils ont bien réussi à. Puis il s'est gardé, c'est resté en ligne avec qu'est-ce que les personnages faisaient. Tu sais, Meryl, on la croise au début, elle est déguisée en garde. Ben, sa mécanique, c'est qu'elle peut se déguiser en garde, puis moins être visible, puis elle peut juste comme courir, puis pas trop se faire remarquer. Otacon, ben, tu sais, c'était un tech nerd qui connaît comme la base au complet. Ben, il peut abuser de ça. Puis Cyber Ninja, ben, il est juste un cyborg ninja. Là, je veux dire, ça décrit bien ce qu'il peut faire. Puis, puis ça. Fait que c'est pas mal cool.
Puis, dans le fond, à mesure que tu fais des missions, tu débloques de l'équipement que tu peux utiliser dans les missions suivantes. Puis, tu sais, toutes les missions te débloquent plein d'argent. Au moins un équipement. Fait que tu progresses. Puis, à un moment donné, j'ai vraiment senti, je me sentais vraiment dans un jeu vidéo au moment où est-ce que j'étais justement dans la mission avec le plancher électrifié, mais où est-ce qu'il y a aussi du gaz toxique. Parce que c'était pas assez, tu sais. Puis il y a un objectif caché dans une pièce, puis là, t'es comme, ben voyons, tu sais, comment je peux faire pour aller là, parce que ça te dit clairement, genre, tu meurs si tu vas dans le gaz, puis que tu restes là. Puis dans le fond, tu as un équipement que tu peux débloquer dans une autre mission, que quand tu refais la mission avec, ben là, t'es immunisé au gaz parce que t'as un masque à gaz, tu sais, puis des trucs comme ça. Ah, ça, c'est le genre d'affaire qui me fait chier dans les jeux vidéo, là, d'être obligé de revenir faire qu'est-ce que j'ai déjà fait, mais avec une petite affaire de plus, là, pour aller chercher le Easter egg, là. Ouais, le petit Ou cheat avoir code. comme le 100% de complétion avec tous les trucs cachés, là. Ouais. Puis en tout cas, fait que moi, j'ai trouvé ça cool. Puis c'est ça, le jeu Hum, brise le quatrième mur quelquefois de façon assez clever. Tu sais, ceux qui ont joué au jeu, si le combat de Psycho Mantis vous a marqué, ben, il y a quelque chose, là. Il y a quand même un petit quelque chose pour rappeler le combat de Psycho Mantis. En tout cas. il y a beaucoup de flavor text sur les cartes, dans le livre de règles, un peu partout, là, tu sais, tout est expliqué par un petit flavor qui a l'air d'être une référence aux jeux vidéo là, du peu que j'en connais, là. Ouais, il y en a plein. Puis, tu sais, sur plusieurs cartes, tu as aussi un codec que tu peux aller voir. Tu as un livre du codec. Puis, c'est comme dans le jeu. Tu pouvais poser des questions à tes alliés via la radio. Mais tu peux faire la même chose avec toutes les cartes d'équipement ou presque. Puis, tu as un petit flavor text où des fois, tu peux avoir des informations pertinentes, en fait, via ça. Ouh. Ouais. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est vraiment du fan service à côté, mais quand même bien fait parce qu'il y a quand même des mécaniques qui sont intéressantes au niveau de la furtivité, là. Ouais, Ça fait du sens. c'est un jeu solide, mais qui respecte bien cette thématique en plus, là. Ouais. Puis même pour tu sais, quelqu'un comme moi que la thématique vient pas le chercher, tu sais, j'ai pu apprécier le jeu pour ses mécaniques. Tu sais, ça sera pas mon jeu de l'année parce que c'est ça, j'ai pas d'affinité avec le thème, mais comme je suis capable d'apprécier que c'est un vrai bon jeu, là. Je suis content parce que c'est quand même un auteur connu, là, Emerson Matsuuchi, puis ça fait longtemps qu'il avait été développé ce jeu-là. Il avait été acheté par Amazon, il était supposé sortir là, plusieurs années, il était prêt, mais là finalement ça a comme pas assez levé pour que les. Je pense pas qu'Amazon il publie beaucoup de jeux de société, fait que peut-être qu'il n'y avait pas des quantités assez intéressantes pour eux. Fait que le projet est un peu tombé dans l'oubli, puis que Simon ait pu le racheter puis le produire avec tu sais, des. Je sais pas si tu sais, c'est les sculpteurs de Simon qui ont fait les mini ou si c'était déjà. Mais bref, c'est une belle production. Puis c'est cool qu'il ait pu matérialiser la vision de l'auteur, là. Ouais, parce que c'était pas garanti à la base. Fait que c'est ça. Fait que c'était Metal Gear Solid The Board Game. Moi, de mon côté, je vais vous parler de The Elder Scrolls Betrayal of the Second Era, qui a été designé par Josh Carlson, Michael Gerns, Logan Gianni, Ryan Howard, et Salem Scott et Josh Wiglus. Ouais, mais je pense que il y a du stock dans le jeu, puis je pense pas qu'une personne aurait pu générer autant de matériel que ça. Ça a été publié par Chip Theory Games. Donc, c'est eux qui nous ont donné Too Many Bones, Cloudspire, Oplomachus, 20 Strong. Tony Strong, Burn Cycle. Fait que c'est des gros jeux de luxe avec du gros matériel. Celui-là fait pas exception, là. On parle de plusieurs centaines de dollars juste pour le jeu de base, puis on peut en rajouter si on veut l'extension, puis on peut en rajouter encore plus si on veut des composants de plus de luxe, puis des playmats, puis des ci, puis des ça, puis je pense qu'il y avait un livre de artwork ou des trucs comme ça, là. En tout cas,
Il y a bien du stock pour les fans finis de la franchise de jeux vidéo ou juste les fans finis de Chip Theory Games, I guess. Ça avait été vendu comme un genre de d'évolution du système de Too Many Bones, mais dans un univers de jeux vidéo bien connu. Personnellement, moi, j'y ai pas tant joué à ces jeux-là. Je pense que ma plus grosse exposition, ça a été de une fois de temps en temps, dans le temps qu'on était coloc, tu jouais à ça dans le salon à Skyrim, puis je te regardais jouer pendant 20 minutes en prenant mon déjeuner ou autre consommation de la journée plus appropriée pour l'heure qui était. Bref, moi j'ai pas joué, tu sais, j'ai vu un peu de quoi ça avait l'air. Mais de ce que je comprends, c'est que c'est des jeux RPG qui sont reconnus pour que tu as beaucoup de liberté pour personnaliser ton personnage. Ouais, t'as ça, puis t'as aussi beaucoup de liberté sur les quêtes que tu vas faire, puis tu sais, t'es laissé lousse. Généralement, tu vas avoir comme ta quête d'introduction, tu vas sortir d'une prison, puis là, après ça, ben, tu fais ce que tu veux. T'as une Ben, quête principale, t'as des quêtes secondaires, mais t'as ultra liberté sur ce que tu veux faire, puis il y a des tonnes d'affaires à faire partout. je te dirais qu'ils ont quand même pas pire bien respecté ça. Parce que le tutoriel, c'est carrément que tu t'échappes de prison. Fait que là, ils te prennent par la main, ils te font un petit scénario d'introduction puis ça va même te guider sur quelle classe que tu vas choisir. Parce qu'une game normale, tu vas commencer puis tu vas choisir ta classe, mais comme le tutoriel, t'en choisis même pas, puis tu le fais, puis après ça, selon les résultats que tu as eus, ça va comme influencer le choix de classe qui est disponible. Puis après que tu aies fait ça, ben tu peux te choisir une des comme 6 7 quêtes principales dans un des 5 continents dans lesquels tu veux aller explorer. 5 provinces. C'est tout 5 sur un provinces. continent, mais Ok, ouais, c'est 5 provinces. excuse-moi. On Fait va que garder les termes techniques appropriés. tu fais bien de me ramener à l'ordre. Fait que ouais, t'as 5 provinces. Puis dans chaque province, dans le fond, tu peux comme choisir une première mission, puis là, un coup que tu l'as faite, ça va t'ouvrir des certaines branches pour poursuivre, là, puis te rendre à la mission finale. Parce que dans le fond, je- c'est une drôle de façon de commencer, là, mais je pense que la façon principale de jouer au jeu, c'est comme une campagne de 3 sessions. Puis là, dépendant de qu'est-ce que tu fais à la première session, ça te déborde des choses à la deuxième session. Puis après ça, tout ça va converger vers la même dernière mission d'une province. Mais selon le chemin que tu t'es rendu, ça va un peu influencer qu'est-ce qui se passe pendant cette dernière mission-là. Ça, c'est pour le côté comme choisir ta voie dans le monde, là. Fait que, puis même, en fait, pour en finir avec ça, tu sais, t'as une mission principale, mais dans ta phase de comment tu te rends là, tu sais, dans Too Many Bones, tu faisais juste comme piger une carte entre chaque combat, puis là, t'avais un petit paragraphe de flavor text, un petit choix qui te donnait comme certaines récompenses selon les choix que tu faisais. T'as encore un peu ça, mais ils ont vraiment plus développé comme la game entre les combats. Là, tu vas vraiment avoir une map de la province, tu vas te promener dessus, tu vas pouvoir aller visiter des villes pour te reposer, puis renouveler ton stock, entraîner ton bonhomme pour développer des nouvelles compétences. Tu vas pouvoir aller ou pas vers les combats. Selon les scénarios que tu as choisis, tu vas peut-être avoir même des ennemis qui vont te poursuivre. Fait que là, s'ils tombent sur toi, ben là, t'as comme pas le choix de les combattre ce jour-là, même si t'étais peut-être pas prêt à te battre à ce moment-là. Euh, Ils vont te donner un endroit où il faut que tu ailles, puis comme un nombre de jours suggéré pour te rendre, parce que dans le fond, t'as comme tout le temps 12 jours pour réussir la quête principale, mais tu sais, ils vont te dire, bon, ben, ta première étape, c'est d'aller là, puis on te suggère d'être là avant le jour 5, sinon tu vas peut-être être dans le trouble, tu sais. Mais après ça, t'es comme un peu libre de soit d'y aller direct, d'aller dans les villes, te ramasser des side quests que tu peux faire des petits détours pour aller chercher. Bref, il y a un peu un feeling sandbox, mais sans être comme complètement ouvert.
C'est Serais-tu ça. d'accord Mais avec ça? ouais, j'ai envie de dire que oui. Mais tu as quand même des choix à faire, tu sais, justement quelle quête tu vas faire, tu vas lancer. Mais dans la quête, des fois, tu as comme plusieurs options, puis ça te dit tu peux aller là ou tu peux aller là. Puis, tu sais, ça évolue en fonction de ce que tu fais. Je trouve ça intéressant. Fait que, tu sais, tu as assez de lousse pour que tu te dises que tu as des décisions à prendre. Mais tu sais, tu as quand même un objectif relativement clair à aller accomplir pour continuer ta quête. Mais ça, c'est comme tout le flafla autour du jeu, si on veut. Le cœur du jeu, ça reste. C'était ça dans Too Many Bones aussi. C'est les combats tactiques. Dans Too Many Bones, c'était juste une grille. Tu sais, c'était ultra abstrait, simplifié. Tu sais, avais des attaques melee ou en range. Melee, c'est à côté de toi. En range, c'est n'importe où ailleurs. Puis, tu sais, c'est une grille de 4x4, là. Là, on va avoir plus comme des tuiles hexagonales. Selon la mission qu'on fait ou l'encounter qu'on a, ils vont nous dire d'aller chercher telle ou telle tuile. Tu vas avoir des missions qui vont être plus de l'exploration. Fait que là, tu vas avoir une tuile de départ, mais tu vas pouvoir en découvrir d'autres au fur et à mesure que tu avances. Puis, tu vas encore avoir le système de gestion de dés, dans le fond, que tu vas rouler des dés quand tu vas attaquer, mais le nombre de dés que tu peux rouler va dépendre de tes statistiques. Puis, tes dés vont dépendre de comment tu as monté ton personnage. Ça, c'est une dynamique assez importante. J'allais dire qui est plus poussée que dans Too Many Bones parce que tu es libre à 100% de ce que tu veux, de comment tu veux construire ton bonhomme. N- Oui et non. Parce que les premiers que tu prends, oui, tu peux prendre n'importe lesquels. Mais après ça, la façon que tu te développes, ça va dépendre des villes que tu visites. Puis, tu sais, il y en a qui vont avoir toutes les dés disponibles, mais des fois, tu vas être un peu limité à qu'est-ce que tu piges. Puis ça se peut que dans cette ville-là, tu puisses juste entraîner le stealth puis les attaques avec les grosses armes à deux mains. Puis dans une autre ville à côté, ben là, ça va être plus la magie puis les archers ou fait que, tu sais, Ouais. Fait que là, oui, t'as tu peux pas le avoir un choix de. build en tête que tu veux faire, mais ça se peut que tu n'aies pas les opportunités de le faire rapidement puis que tu sois obligé de te revirer de bord. Ouais. Mais dans ce temps-là, tu sais, si tu as une idée de ton build, initialement, tu prends les skills qui t'intéressent. C'est-à-dire le stealth puis les arcs. Ouais, mais c'est ça, tu peux pas prendre les deux. Tu es obligé d'en prendre un, puis après ça, espérer pouvoir prendre l'autre aussi. Ah, c'est vrai. C'est vrai parce que celui que tu as de base que tout le monde a, c'est combat. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Tu vas aussi te choisir une race puis une classe. La race va te donner un petit pouvoir que tu peux utiliser une fois par encounter. Puis la classe, dans le fond, ça va être comme ça va te donner des habilités particulières que tu peux utiliser, mais en dépensant de ressources que tu accumules quand tu rates tes jets de dés, dans le fond. Parce que Ouais, fait sur que tu sais, chaque. Tu sais, les dés sont tous custom, puis ils vont avoir plus ou moins de faces avec différents effets. Puis le jeu est bien fait dans le sens que t'as pas besoin de tout connaître les effets de toutes les dés de toutes les classes. T'as comme des petites aides de jeu pour chacun des dés que t'as acheté puis entraîné. Puis c'est quand même assez clair dessus qu'est-ce qui fait quoi. Mais tu sais, ils ont toutes au moins une ou deux faces qui fait pas d'effet immédiat, mais qui te permet de monter je pense qu'ils appellent ça la ténacité dans le jeu. Puis dans le fond, ta classe va te donner une façon de dépenser cette ténacité-là pour faire différents effets. Fait que, tu sais, si t'es un healer, ben, tu vas pouvoir soigner te soigner ou soigner les autres ou leur enlever des dés de statut parce que tu as différents statuts comme être main, que là tes attaques sont moins fortes ou t'es bloodied, fait que là tu perds de la vie à toutes les rondes ou t'es stealth, fait que les autres te voient pas. Ça c'est peut-être pas un que le healer voudrait t'enlever, là, mais. ouais, j'espère, c'est comme le truc ultime. Mais tu sais, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que même quand tu manques ton coup, tu sais, c'est pas un échec total. Tu sais, ça te permet d'accumuler des trucs pour peut-être plus tard reprendre le dessus, puis tu profites un peu de tes échecs à un moment. Ouais, ou même des fois dans le même tour. Parce que t'en as tellement roulé que t'as accumulé assez d'affaires pour faire autre chose. Puis, contrairement à Too Many Bones, c'est le fun d'utiliser ces dés parce que tu sais, dans Too Many Bones,
tes dés, il y avait comme un effet super puissant, mais que tu pouvais faire juste une fois par combat, puis après ça, ton dé, il revenait plus jamais. Dans celui-là, ils vont comme aller dans ta track de cooldown. Puis si tu veux faire des gros tours, ben tu peux te rajouter des dés dans cette track-là, qui sont juste des dés de fatigue. Puis il y a d'autres mécaniques qui vont faire qu'il y a des dés qui se rajoutent là-dedans aussi. Mais bref, éventuellement, ils vont revenir. Tu sais, à chaque tour, tu vas en récupérer en début de partie, c'est deux, mais tu sais, tu peux booster ta stats pour en récupérer trois, quatre, cinq à chaque tour. Fait que tu peux faire des gros tours parce qu'en plus, tu sais, mettons de base, tu vas te déplacer une fois puis tu vas attaquer une fois. Mais là, si tu vas attaquer une deuxième fois, tu peux te prendre un dé de fatigue puis relancer des dés s'il t'en reste. Tu peux faire ça tant que t'en as. Fait que, tu sais, un coup mal pris, si t'as toutes tes dés, tu pourrais comme te prendre beaucoup, beaucoup de fatigue, puis comme tout lancer tes dés, puis faire un gros méga tour, puis après ça, peut-être être passé deux, trois tours à pas faire grand-chose, par exemple. Ouais, mais tu sais, c'est peut-être que ce Hail Mary-là va te permettre de finir ta quête ou de tuer le boss qui t'aurait tué sinon. Mais tu sais, t'as l'occasion de le faire si t'en as besoin, tu peux le tester, tu peux l'essayer. J'aime aussi que, tu sais, comme on disait, tu peux un peu tu sais, acheter les dés que tu veux. Dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est que pour acheter un dé, il faut que tu t'entraînes ce skill-là. Fait que là, pour ça, tu sais, il y en a un que tu choisis en début de partie, les autres, tu vas les trouver dans les villes quand tu les visites. Mais dans le fond, t'as comme quatre tracks sur ton personnage. Fait que t'as comme quatre stats d'un côté, puis stats ou skill, puis quatre de l'autre. Puis dès qu'il y en a une qui est en face de l'autre, ils sont comme en opposition. Fait que tu sais, si j'ai mon health de, mettons, ma santé dans ma première rangée à gauche, éventuellement, je vais peut-être m'acheter un skill de stealth. Si je le mets dans ma première rangée à gauche, ben, tu sais, je pourrais pas maxer les deux affaires. Plus que je me mets de health, plus que je me prends des spots qui pourraient potentiellement être utilisés pour des dés de furtivité. Fait que t'es tout le temps un peu comme, OK, lequel que je veux prioriser, lequel que je veux mettre en face de quoi, parce qu'en plus t'en achètes d'une sorte, plus qu'il te coûte cher. Fait que tu sais, ça revient moins cher si tu prends deux affaires différentes puis que tu développes un petit peu les deux. Mais en même temps, tu sais, t'es moins spécialisé, peut-être moins efficace là-dedans, mais ça te permet d'être plus généraliste. Fait que tu sais, le jeu te donne beaucoup d'outils possibles pour comme développer ton personnage un peu comme tu le veux, là. Ouais, c'est très, très flexible. Puis, tu sais, c'est cool c'est la progression. Tu sais. Pour t'acheter un dé niveau 2 de stealth, il faut que tu en aies un niveau 1, mais ils te permettent, à toutes les fois que tu en achètes, dans le fond, tu peux en enlever que tu connais déjà. Ça t'en redonne pas rien de plus, mais tu sais, ça te permet de t'acheter des meilleurs dés, puis peut-être qu'ils vont te coûter moins cher. Puis de toute façon, tu sais, si tu as un bon système de récupération, ben tes dés, ils vont revenir souvent. Fait que tu sais, même si t'en as pas beaucoup, tu vas pouvoir toutes les utiliser pareil, là. Mais tu sais, ça peut te permettre aussi de développer 4, 5 skills différents. Puis là, selon le encounter que tu as, ben, tu vas peut-être utiliser plus les dés d'archer ou t'as des dés d'intimidation, ce que tu peux comme crier après les ennemis jusqu'à temps qu'ils viennent de ton bord. Ou les forcer à se sauver. C'est ça, ce qui se passe souvent, tu sais, quand tu cries assez fort, les gens deviennent tes amis. C'est pour ça que t'es devenu mon ami. C'est vrai que tu cries fort, Sam. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est un jeu qui a vraiment beaucoup de flexibilité, beaucoup de choix. Tu sais, tu construis beaucoup ton aventure puis ton personnage. La contrepartie de ça, c'est que ça vient avec beaucoup de règles. Parce qu'il y a des règles pour chacune de ces affaires-là. Puis comme le fait que tu sais, faut que tu gères les combats, faut que tu gères l'entre-combat, comment tu te déplaces, tout ça, les règles de campagne, les règles de quand tu arrives en ville, les encounters, il y en a des pacifiques, il y en a des combats, ils ont chacun leurs règles. Comment tu t'acquiers des nouveaux items, c'est que dans certains encounters, tu vas avoir des cases qui vont avoir des objets avec là, t'as comme un mini-game pour les débarrer. Bref, il y a un paquet d'affaires.
Il y a comme 3-4 différents types d'encounters de combat aussi. Là. T'as des encounters plus réguliers, t'as des encounters spéciales de mission, t'as des De trucs. l'exploration de donjons qui se crée à mesure que tu te déplaces. Fait que, il y a beaucoup de stock, bref. C'est un livre de pages un livre de règles de 97 pages. Ça Euh, c'est le livre de règles parce que tu as aussi un livre de scénario par province. Puis il me semble qu'il y en a un autre aussi. Ouais, Peut-être ça se peut. un Learn to Play ou un affaire de même. Fait que, bref, Ouais. il y a du Puis, stock. puis toutes les dés ont leur aide-mémoire, toutes les classes, toutes les races. Tu sais, c'est pas du petit. C'est pas petit. Pas pour rien que le jeu coûte 250-300$, là. Ouais. Puis que complexité sur Board Game, ça dit 3,92. Ouais, c'est pas mal approprié. Mais ça vaut la peine de se taper tout ça puis de comprendre tout ça parce que un coup que c'est internalisé, ça coule quand même bien. C'est sûr que les sessions sont longues. Et on parle en solo, ça m'a pris 3-4 heures par session, comme que j'ai splitté sur 2 soirs parce que. Mais c'est sûr que je jouais 2 personnages, là. Fait que honnêtement, c'était beaucoup, là. Mais c'était comme ça qu'ils proposaient de le faire dans le tutoriel, parce qu'il y a un tutoriel pour apprendre à jouer. Puis il suggère fortement d'utiliser l'application Dized, fait que D-I-Z-E-D, qui est comme une application spécialisée pour apprendre les jeux puis qui être une référence pour les règles pendant qu'on joue. Fait que dans le fond, tout le livret de règles est dedans. Tu peux faire des recherches par mots-clés ou par page, pis tout ça. Fait que tu sais, ça, c'est pratique. Puis t'as vraiment un tutoriel qui te prend par la main. Puis c'est comme si t'avais quelqu'un qui était là avec toi, qui jouait, puis qui t'expliquait comme tout qu'est-ce qui se passe. Puis tu sais, c'est très linéaire comme tutoriel. Tu sais, mettons, ils t'apprennent à faire une exploration de donjon. Ben, comme ils vont te dire, ben, normalement, tu piges une carte au hasard dans le deck que tu as préconstruit au début de la partie. Là, parce que là, pour chaque phase d'exploration, chaque deck de cartes, dans le fond, t'as comme des cartes générales, mais t'as des cartes spécifiques à la région dans laquelle t'es. C'est sur les cartes d'encounter, les cartes d'exploration, les stacks d'ennemis. Il y a des ennemis qui sont tout le temps là, il y a des ennemis qui sont spécifiques à la région dans laquelle tu te trouves. Mais bref, quand tu fais le tutoriel, ils te disent, ben là, normalement, tu pigerais une carte. Ben, pour cette fois-là, prends la carte 16. Fait que là, set-la comme ça, mets tel ennemi. Tu sais, normalement, tu les pigeras au hasard, mais là, pour l'exemple, on va te donner ceux-là spécifiquement parce que c'est le bon moment maintenant d'introduire cette règle-là. Fait que, tu sais, c'est très bien fait. Ça te montre, ça te donne une bonne base pour commencer à jouer au jeu, mais malheureusement, malheureusement ou pas, ça t'explique pas toutes les règles parce que ça serait trop, là. Puis t'as pas besoin de toutes les savoir pour commencer à jouer non plus. C'est du lourd. C'est probablement. Moi, c'est peut-être mon. C'est comme ma critique, mais en même temps, tu sais, c'est bien parce qu'ils ont gardé dans l'esprit l'aspect monde ouvert, l'aspect liberté, l'aspect customisation de ton personnage. Tu sais, ça, ils ont vraiment été là-dedans. Puis, tu sais, ils sont arrangés pour que le jeu, il y ait beaucoup d'options. Puis, tu sais, on parle, il y a différents types d'encounters, mais tu sais, dans la franchise, tu sais, des fois, tu peux justement discuter puis pas en venir à te tabasser, ou des fois, tu vas juste te battre, des fois, tu vas être subtil. Tu sais, on essaie de tout garder ça, mais ça fait que le jeu c'est un gros chunk à prendre. Faut que tu aies une bonne soirée de lousse pour pouvoir le sortir puis venir à bout. Tu sais, comme tu as dit, ta session, il a fallu que tu la coupes en deux parce que tu sais, c'est long, c'est dur, mais c'est le fun. Il y a beaucoup de. Tu sais, ça, par contre, c'est le fun. Tu sais, puis la game qu'on a jouée, là, tu sais, j'étais comme OK. Je me rappelle parce qu'avant qu'on le reçoive, on avait niaisé. Tu sais, on avait un gros red flag qui avait allumé quand on avait su que le livre de jeu, le manuel avait comme 100 pages. Mais finalement, tu sais, comme tu dis, on n'a pas besoin de tout savoir d'un coup. Mais tu sais, c'est pas une petite soirée. Puis c'est sûr que
c'est exacerbé par le fait que c'est les premières fois que tu joues, t'es pas certain de certaines règles, il faut que tu refouilles dans le manuel pour aller vérifier pour être sûr. Par contre, oui, il fait 97 pages, mais tu sais, il est espacé, il y a beaucoup d'exemples, beaucoup d'illustrations, tu sais, il est pas comme hyper condensé, puis il est très, tu sais, il est pas succinct, là, genre, tu sais, chaque règle va être décrite de long en large, puis fait que c'est ça qui fait que ça prend beaucoup de place, mais en même temps, il est assez bien fait que c'est facile de s'y référer. Si c'est une question de règle, tu sais, tu cherches par mots-clés, tu cherches le concept que tu veux savoir, ben, tu sais, il y a un index, il y a une bonne table des matières, tu sais, c'est facile de se retrouver dedans puis de s'y référer. Au dos de certains manuels, il y a comme un petit résumé de c'est quoi un tour normal, puis tu sais, puis ils disent quelle page aller chercher si t'as des questions de plus sur qu'est-ce qui se passe pendant cette phase-là. Fait que c'est ça, c'est très bien fait. Puis c'est ça. Tu sais, oui, les premières games vont être plus longues, mais j'ai l'impression qu'un coup que t'as bien internalisé tout ça, ça va quand même aller plus vite, là. C'est sûr que ça sera jamais une histoire d'une heure ou deux, là, mais comme 2h30, 3 heures à un ou deux qui savent qu'est-ce qu'ils font, je pense que c'est possible. En comparaison, moi, j'ai été capable de faire deux, trois games de Metal Gear Solid, du scénario, en une soirée. Tu sais, à un moment donné, j'étais rendu à un boss, j'ai fait le boss. Après ça, j'étais comme, bon, ça a quand même bien été. J'ai fait une mission stealth. Puis là, après ça, j'ai vu qu'il y avait un autre boss. Puis là, j'ai fait, oh, c'est pas si tard. Puis là, je l'ai fait. Fait que, tu sais, j'ai comme pu enchaîner plusieurs parties de suite un même soir. Puis, tu sais, j'ai pas trouvé ça lourd. Puis ça a pas été trop pire, même tu sais, de tout enlever puis de remettre pour faire la prochaine mission. Tu sais, c'est des gros plateaux. Puis clac, clac, on place ça. Fait que, tu sais, ça se C'est met plus en place smooth, plus vite. C'est ça, c'est plus smooth. mais il y Mais a moins on de est profondeur. puis c'est ça, tu sais, il y a pas cet aspect liberté-là, là, tu sais, c'est un peu, t'as ta mission, les bonhommes sont là, tu sais, il y a pas les 20 millions de mécaniques autour, puis les possibilités d'améliorer ton bonhomme. Tu sais, tu vas faire une sélection d'équipements en début de mission, mais tu sais, niveau préparation, tu n'as pas l'aspect progression du personnage qui est super développé comme dans Elder Scrolls. Puis tu sais, faut s'avouer que dans Elder Scrolls, si tu fais un build qui marche bien, tu sais, c'est toujours satisfaisant de faire ton combo d'action qui fait que tu sais que tu vas cleaner la map, là. C'est le fun parce que tu es comme récompensé d'avoir bien monté et d'avoir bien choisi tes idées. Mais moi, en tout cas, je trouve que le jeu, c'est sûr que la session qu'on a jouée, je sais pas si on a été super bon ou très chanceux ou un petit peu des deux, mais ça a été vraiment facile. Versus les trois sessions que j'ai jouées, tu sais, oui, il y avait eu quelques encounters qui sont comme, ça a donné que ça a été super facile ou ça s'est fait en un tour ou deux. Autant j'en ai eu que comme, il aurait été impossible, là. C'était juste trop tough, là. Surtout les missions d'exploration de donjons, là, c'est comme, tu sais, à chaque fois que tu révèles une nouvelle tuile, il y a des nouveaux ennemis qui peuvent ou pas s'ajouter dessus, dépendamment de laquelle que tu t'as pigé, quelle carte t'as pigé, puis quelle tuile t'as pigé. Fait que c'est ultra swingy, je trouve, là. Ça va de comme borderline impossible à borderline j'ai rien à faire, puis ça se fait tout seul, puis comme n'importe quoi dans le milieu. Mais en même temps, la façon qu'ils sont faites, celles-là, tu peux comme. En fait, n'importe quel encounter, si tu vois que t'es pour pas réussir, tu peux juste comme abandonner puis t'en aller. Puis, dépendamment de c'est quoi la mission, puis comment que tu sais, c'est quoi l'objectif, puis qu'est-ce que t'as fait, tu peux avoir comme des récompenses partielles, même si t'as pas totalement réussi. Fait que c'est un autre comme degré de liberté puis de stratégie de te dire ah ben est-ce que je pousse pour la réussir au maximum pour faire un plus d'expérience, mais en même temps je vais peut-être perdre 2, 3 jours après à me reposer puis à me ressourcer ou comme
je le vois que je l'aurai pas, fait que je m'en vais tout de suite, puis tu sais, j'irai chercher d'autres récompenses dans un autre encounter peut-être plus facile après, là. Fait que oui, t'as plus de règles, t'as plus de trucs à faire, c'est plus fiddly, tu sais, à chaque fois que t'as un encounter, faut que tu le set up, faut que t'ailles chercher tu piges des jetons dans le sac, tu fais tes stacks avec les jetons de santé, là, comme il y avait dans Too Many Bones. Tu prends ta grosse aide de jeu puis tu regardes c'est quoi toutes les habiletés avec les mots-clés sur les. Parce que tu sais, dans le fond, tu piges un jeton d'ennemi, ça va te dire il attaque de combien, à quelle portée, puis qui puis comment, mais surtout quelle habileté que ce type d'ennemi-là a. Est-ce qu'il est stealthy? Est-ce qu'il te donne la fatigue? Est-ce qu'il essaie de te voler tes objets? Est-ce qu'il ressuscite les ennemis à mesure qu'ils meurent? Ouais, La liste d'habiletés est quand même longue comme le bras, là. ouais, puis à chaque combat, tu sais, t'en as 4-5 tout le temps actifs, là. Ça peut devenir difficile Moi, c'est le truc, là. C'est que tous les bonhommes ont tous des mots-clés différents. C'est cool parce que ça fait que l'encounter est varié, mais tu sais, faut que tu manages ça, puis ça fait comme c'est un peu comme du bookkeeping, tu sais, de te dire, bon, ben là, ce Ouais. groupe d'ennemis, lui, il fait ci, il fait ça, il fait ci, ok, il fait qu'il va faire ça. Mais en même temps, ils sont relativement sains dans le sens que ils vont tous comme quand ils s'activent, est-ce qu'il peut attaquer de où ce qui est? Oui, il attaque. Il peut pas attaquer, il se déplace de 2. Fini là. Après s'être déplacé, est-ce qu'il peut attaquer? Oui, il le fait. Sinon, il reste là puis son tour est fini. À moins que les mots-clés viennent changer tout ça, là, parce qu'il y en a qui vont faire qu'ils vont se déplacer plus ou qui vont avoir des effets particuliers quand ils vont attaquer ou quand ils se font attaquer. Mais ça reste gérable. Surtout si comme tu joues à plusieurs joueurs puis que chacun y met un peu du sien puis que c'est pas comme un joueur qui prend le fardeau de tout se rappeler de toutes les habiletés de tout le monde. Tu sais, le jeu vient avec assez d'aide, une aide de jeu par joueur, là. Fait que tu sais, comme tout le monde peut au moins vérifier les habiletés de l'ennemi qui est plus proche de son personnage, là, au moins, là. Puis, tu sais, à force de jouer, tu finis par les connaître, là. Puis ils ont des noms assez évocateurs que, tu sais, quand tu l'as vu deux, trois fois, tu finis par le savoir c'est quoi, là. Mais ouais, fait que c'est ça. Tu sais, c'est deux adaptations de jeux vidéo. Je trouve que les deux font une bonne job à adapter leur homonyme vidéoludique. Moi, j'ai trouvé que le fan service pour les deux venait me chercher. Tu sais. En jouant à Elder Scrolls, tu sais, j'avais l'impression de construire mon archer, mon archer furtif comme on le fait dans le jeu vidéo. Dans Metal Gear, j'avais l'impression d'être Solid Snake, puis j'ai bien hâte d'affronter Psycho Mantis. Je trouve que c'est ça. Ce qui les différencie, c'est sûr il y en a un qui est comme plus gros jeu de campagne, l'autre il se veut plus léger. Tu sais, il y a une campagne aussi, mais tu sais, Ben, c'est les deux pas. ont une campagne, c'est ça, ou tu peux faire des one-shots, là. Tu sais, le Elder Scrolls, il a rien qui t'empêche de juste tout le temps faire le scénario 1, là. Ouais, C'est quand même un peu comme Too Many Bones était, tu sais, tu vas avoir la progression de ton personnage, tu vas avoir un arc, une mission principale, des petites side quests en chemin, un boss à battre à la fin. Fait que tu sais, ça peut être une histoire fermée, mais si tu veux pousser plus loin puis comme vraiment maxer ton perso, ben là, ça te donne l'occasion de le faire sur trois sessions, là. ouais. Euh, J'allais dire, si tu veux faire une campagne avec plusieurs personnes, peut-être que Elder Scrolls va être plus approprié parce que tous les scénarios, tous les games, tu sais, tu peux les faire de 1 à 4. Metal Gear, il y a plus de restrictions. Je te dirais que tu vas plus faire tes missions tout seul ou à deux que à 4. Tu sais, Mhm. tu peux pas faire toute la campagne avec 4 joueurs. Tu peux Puis, juste pas. puis la campagne de Elder Scrolls est vraiment pas rigide, là. S'il y a un joueur qui peut pas être là pour la session 2, ben il drop out puis ça finit là. Puis tu sais, le jeu, tu sais, la difficulté du jeu s'adapte selon le nombre de joueurs. Tu sais, ça change juste le nombre de jetons d'ennemis que tu vas piger.
ou la valeur de ces jetons-là. Puis si quelqu'un d'autre se rajoute pour la dernière session, ben tu peux juste lui donner le même nombre de points d'XP que tout le monde, puis là, Puis se t'achètes tes dés construit en un bonhomme. conséquence, puis ça... Oui, il y a un fond de trame narrative, mais c'est comme tellement mince que tu aies vu le scénario un ou 2 pour faire le 3 ça change pas vraiment de quoi, là. Ouais, tu sais, le gameplay Beaucoup est plus beaucoup plus important important. que l'histoire. Ouais. Même si t'sais, l'histoire elle reflète bien, je pense, l'univers dans lequel le jeu vidéo était. Puis, tu sais, moi, je le connais pas, là, mais j'ai un peu le même feeling que quand j'ai joué à Gloomhaven, là. Tu sais, j'ai l'impression d'être pitché dans un monde, puis comme qu'il y a ses termes, puis ses affaires, puis je finis par apprendre qu'est-ce qui est quoi à force de les voir dans le dialogue des personnages, dans les petits textes, puis je sais que toi, tu savais tout de suite, ah ouais, telle faction, ils font telle affaire, puis ils ont l'air de ça, puis tu sais, si t'as joué au jeu, tu vas reconnaître. Si t'as pas joué au jeu, ben c'est pas grave, tu vas pas être si perdu que ça, puis Tu vas le ça comprendre à un moment donné. c'est ça, puis ça va pas t'empêcher d'apprécier le jeu. Non. En ayant la connaissance du jeu, tu sais juste un peu plus d'affaires, mais le lore est tellement gros autour de ce jeu, de ces jeux-là que. Mais tu sais, le jeu si tu sais pas c'est quoi pourquoi un sweet roll c'est cool, ben c'est pas grave. Si tu le sais, c'est plus drôle, là, mais sinon, c'est ça. Fait que sur ça, je pense que ça fait le tour. Maintenant, c'est à votre tour de nous donner votre avis. Est-ce que vous êtes plus hashtag Team Vince avec Metal Gear Solid? Ou hashtag Team Sam avec The Elder Scrolls Betrayal of the Second Terra. Ou sinon, dites-nous, c'est quoi votre jeu qui adapte un jeu vidéo préféré? Là? Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Vous pouvez faire ça en commentaire sur YouTube ou commenter la publication sur Facebook, sur Instagram, ou rejoignez notre Discord, puis venez jaser de l'épisode et de jeux et de plein d'autres affaires avec nous et avec notre belle communauté. Si vous avez aimé l'épisode et que vous aimez le podcast, vous pouvez le partager avec vos amis gamers. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez le partager avec vos ennemis gamers. Dans tous Si les vous cas, nous... vous pouvez le partager. Il n'y a pas de restrictions. Si vous nous aimez vraiment beaucoup, ben vous pouvez nous supporter sur Patreon. Ça vous donne accès à tout plein de contenus bonus. Il y a les capsules en dessous de la table. Il y a des épisodes bonus sur des sujets divers. Il y a tous les dessous de Board Game Duel. Il y a même un channel privé sur notre Discord. Bref, tout plein de beaux contenus bonus pour quelques dollars par mois. Merci à tous ceux qui sont déjà là. Merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Merci à l'Odyssée, notre commanditaire. Merci à vous de nous écouter. Puis merci à tous ceux qui ont donné pour le Joudon, encore une fois. Oui, merci. C'est des dons qui vont faire une différence et qui vont aider l'Association québécoise pour la prévention du suicide. Et sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Bye. Les personnages, puis dans le fond, ça va restreindre les cartes que tu peux jouer. Ou que tu peux... À tes souhaits, Catherine? À tes souhaits encore? À tes souhaits, Catherine.